transparence totale. Si nous, on est transparent au niveau du gouvernement dans l'argent qu'on nous donne, il faut que les organisations aussi soient transparentes. C'est-à-dire on doit savoir qui reçoit quoi et qu'est-ce qu'il fait. Si on reçoit l'argent à notre nom, il faut qu'on sache à quoi l'argent est utilisé. Or là, on a quelques problèmes de lisibilité. Donc, nous voulons que s'il y a $1 qui est donné par un pays, que ce dollar-là soit effectivement utilisé pour ça qu'il est destiné. Nous avons mis en place un système de gestion qui fait que la Guinée ne voit pas $1. Mais ceux qui subissent la maladie, c'est là que le crime s'y subit. Et donc, l'agenda, c'est de finir le plus tôt possible l'Ebola. Plus tôt on finit, moins ça a des conséquences. Donc, ça suppose que nous prenons les choses en main, ce qui n'est pas toujours accepté. Parce que c'est nous qui devons définir avec la coordination quels sont nos besoins. Et en fonction de cela, on accepte que telle ou telle organisation l'exécute. Très souvent, on a des problèmes, par exemple, si je prends des thermomètres de détection, au niveau on nous a dit que c'est $100. Mais je viens d'avoir une offre de Paris pour les thermomètres à 25 euros. Entre $100 quand même et 25 euros, il y a quand même une grande différence. Donc si on nous donne l'argent et qu'on doit acheter des thermomètres, il faut qu'ils demandent à plusieurs acteurs. Même s'il a quelque chose qu'on fournit traditionnellement, si celui-là est plus cher, nous avons intérêt à acheter là où c'est moins cher parce que c'est la même qualité. Donc il y a pas mal de petits problèmes comme ça. Alors quand on annonce les chiffres, vous dites la Guinée a réussi, d'abord, comme l'Union européenne vous a fait l'exploration la dernière fois, le chiffre qui est annoncé, ce n'est pas souvent de l'argent frais. Comme vous l'annoncez, ça regroupe beaucoup de projets déjà anciens. Donc si vous avez dit, donc, à l'Union européenne a donné 500 millions, non, ce n'est pas 500 millions qu'on nous a donné en argent frais. Donc il faut que... C'est pourquoi j'avais demandé la dernière fois au représentant de l'Union européenne de vous expliquer ce qu'il a fait à l'Assemblée, qu'est-ce qui est argent frais directement. Ce n'est pas toujours très facile. Parce que quand on donne, je prends par exemple le cas des contacts. Vous voulez que la personne reste chez lui pendant 21 jours, il faut lui donner à manger. Si vous ne donnez pas, si vous donnez seulement du riz, on ne mange pas du riz sans sauce, etc. Donc si les femmes distribuent le riz, mais qu'il n'y a rien, les personnes ne vont pas rester chez eux. Donc, hier, on a été obligé de prendre sur mon budget de souveraineté pour envoyer de l'argent évidemment dans les préfectures. Parce avoir l'argent sur place, il ne faut pas dire qu'il y a 50 familles à Sigli, non, on en a pour 100 familles. Comme ça, dès qu'il y a des problèmes, on peut faire face. Ce que je demande à la coordination, c'est de donner la liste de toutes les préfectures où on a besoin des contacts pour que l'argent soit immédiatement envoyé par la banque sur place. À ce moment-là, ils peuvent tout de suite utiliser. Le grand problème, on a deux grands problèmes. Le premier, il faut que vraiment vous nous aidez, c'est la sensibilisation. Il faut que les gens acceptent que les médecins aillent voir les contacts. Si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais finir la maladie. Mais si vous n'avez pas un contact, et s'il développe la maladie après, il va infecter tout le monde. Vous voyez ce qui se passe à Farana. Et là, je crois que la presse ne s'est pas beaucoup engagée encore pour expliquer aux populations. Parce que nous sommes obligés d'utiliser la force. Parce qu'on ne peut pas attendre que les gens refusent le contact et que la maladie continue à nous fatiguer. Alors, où vous nous aidez pour la sensibilisation, effectivement, que tout le monde comprenne, vous avez des gens qui continuent encore à dire que l'Ebola n'est pas une réalité. Enfin, c'est quand même extrêmement grave. Donc il faut que vous nous engagez avec nous réellement pour que les gens comprennent. Ça coûte quoi d'accepter qu'on vienne prendre la température pendant 21 jours. Et plus tôt on prend quelqu'un en charge qui est contaminé, il a 80% de chance de guérir. Mais si on ne prend pas à temps, il n'a aucune chance de guérir. Et ça, je crois, il faut que réellement chacun de nous s'engage dans cette sensibilisation. Et nous sommes en train de nous organiser en utilisant des imams. Par exemple, hier, Alaïchi Daraba était là, on s'est mis d'accord avec lui pour qu'on donne des moyens pour que tous les imams de Daraba, il ne faut pas attendre qu'il y ait la vallée des une préfecture. On doit faire la sensibilisation dans toutes les préfectures, même s'il n'y a jamais eu de boula. Parce qu'il faut que les gens comprennent quelles sont les mesures qu'ils doivent prendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour éviter qu'il y ait le boula dans ces préfectures. Ensuite, si on ne suit pas bien les contacts, par exemple, quelqu'un qui va encore, il va à ça, il amène la maladie là-bas. Comment on peut bloquer les contacts? Comment on peut le suivre à 100%? Ça, lui a donné des moyens. Mais qu'est-ce qu'il faut donner aussi? Est-ce qu'il faut donner de l'argent? Est-ce qu'il faut donner un kit? Là aussi, il y a beaucoup de discussions. Je pense que la coordination va nous donner une solution aujourd'hui. Tout le monde n'est pas d'accord qu'on donne l'argent. Mais
Mais si on donne de lits, ça ne sert à rien. Donc ils sont en train de nous préparer. C'est pas à chaque contact, la personne trouve dans une famille. Donc il faut identifier les familles auxquelles il faut donner de l'argent pour que les gens restent en place. Mais ça, c'est nous qui devons résoudre ça. Mais le premier problème, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. L'Ebola, c'est une réalité, quelque chose de très grave, mais qu'on peut guérir et finir. Nous avons un agenda, c'est finir pour le plus tôt possible l'Ebola. En Guinée, c'est possible. Le Nigeria a pu le faire. C'est que nous pouvons le faire aussi. Le Congo-Kinshasa vient de finir. Donc, si nous ne mobilisons pas, il faut que chacun sache que c'est un véritable danger pour notre économie. Enfin, vous vous promenez. Vous voyez, à part les organisations internationales qui viennent, les hôtels sont vides. Donc, sincèrement, le premier problème, c'est ça que je veux discuter avec vous, d'abord, pour que chacun prenne conscience qu'il faut vraiment sensibiliser les populations. Parce qu'on s'est oublié d'utiliser la force. C'est-à-dire, on va rentrer dans la conception par force. On ne peut pas accepter que quelqu'un nous fuse et que la maladie s'étende à d'autres personnes. Ça, c'est le premier point que je voulais discuter avec vous. La deuxième, j'ai dit que l'Ebola, c'est un grand malheur pour nous, mais nous devons le transformer en opportunité. Et pour ça, il faut qu'on discute directement avec les bailleurs de fonds. C'est nous qui savons quels sont les besoins. Il y a eu une discussion tout à l'heure pendant 1 heure avec le directeur général de l'USAID sur 3 points. Ils ont donné de l'argent à l'organisation. Nous, on n'est pas au courant, la coordination n'est pas au courant. Alors, il a donné 32 millions de dollars. Mais nous n'avons pas, à part les 4 millions qu'il a donnés à ce que nous savons, les 32 millions, on ne sait pas qui l'a. Donc, je lui ai demandé de m'envoyer aujourd'hui la liste des dons. Comme ça, on va convoquer tout le monde demain avec la coordination. Vous avez reçu tant. Est-ce que pourquoi vous avez reçu? À quoi ça va être utilisé? Et nous décidons, voilà ce que nous attendons de vous. J'ai dit que la Guinée ne coûtera pas $1. Nous décidons qu'est-ce que nous voulons. Une fois qu'on décide, maintenant ils diront, c'est lui seul qui va exécuter, c'est une organisation qui doit exécuter. Ça veut dire qu'on ne peut pas détourner $1. Mais si nous, on doit être transparent, il faut qu'on exige la transparence des autres aussi. C'est pourquoi j'ai demandé en accord avec la Banque mondiale qu'on prenne un cabinet d'audit qui va auditer tout le monde, c'est-à-dire qui dira, vous avez reçu, qu'est-ce que vous en avez fait. À ce moment-là, on n'accusera pas le gouvernement. C'est un cabinet international qui va... On ne peut pas demander que nous soit transparent et que le partenaire ne soit pas transparent. La transparence doit être totale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous avons discuté de l'aide budgétaire. Mais là, il dit d'attendre un peu qu'on discute avec le ministre des Finances pour qu'on voit qu'est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qu'il peut faire. Le troisième, c'est l'électricité. Vous savez que les États-Unis ont fait Power Africa. Mais aucun pays francophone n'était dans ce projet. Et j'ai constaté que les États-Unis ne connaissent pas très bien le point de barrage. Quand j'ai parlé de Swapiti au secrétaire d'État américain, qui ne savait même pas ce que c'était, on a longuement discuté. Mais quand le directeur général de l'USAID est venu, il a dit nous sommes intéressés par les barrages. Donc je viens de lui expliquer quel est le problème que nous avons avec Swapiti. Bon, je ne vous apprends rien, vous savez que Garafuni, Kaleta et Swapiti sont des barrages en cascade, contrairement aux autres barrages, et que Garafuni ne peut donner ce 115 MW en période de diage que si Kaleta lui donne de l'eau. Et c'est la même chose, Kaleta ne peut donner ses 250 MW en période de diage si Swapiti ne donne pas d'eau. Donc ce que nous demandons en urgence, puisque Swapiti sera prêt à partir de mai, nous parlons de Kaleta, il faut que tout de suite on trouve les moyens de financer la partie haute. Ça n'arrive pas les tribunes, ça prendra du temps pour mettre les tribunes, mais au moins qu'on nous aide à élaborer la partie haute pour que Swapiti puisse donner de l'eau tout de suite à Kaleta. Là, on aura au moins 75 MW et 250 MW, quelle que soit la période. Mais évidemment, la construction du barrage prendra plus de temps. Mais il faut qu'on donne l'étude de faisabilité du barrage, la totalité, qui prévoit de financer la totalité du barrage, mais dans un premier temps au moins, on ait la certitude que d'ici la période d'étiage, Kaleta pourra recevoir l'eau de Swapiti. Donc il y a l'aide pour finir l'Ebola tout de suite, il y a le renforcement de notre système sanitaire. Nous avons fait un programme que nous avons envoyé à tout le monde en français et en anglais. Et j'ai demandé qu'on ait la possibilité, pas en un an, mais il faut construire 5 CHU, c'est-à-dire centres hospitaliers universitaires, un à Conakry, un à Kindia, un à Dambé, un à Zéro-Korea, à Kankan. Qu'on rénove les hôpitaux préfectoraux qui existent et qu'on construit les hôpitaux préfectoraux là, ça n'existe pas. Ensuite, on ait des centres
le dispensaire, mais pas un dispensaire traditionnel, il faut un dispensaire où il y a bien sûr la sage-femme, mais aussi qu'il y ait un médecin, et il faut aussi qu'on puisse avoir la possibilité par les laboratoires de détecter n'importe quel virus et de pouvoir soigner tout de suite. Donc il faut qu'on ait un système, il faut qu'on l'Ebola nous serve à renforcer notre système sanitaire, mais aussi à former nos médecins. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des centres si on n'a pas de médecins capables de trouver les virus. Et nous allons signer pendant le séjour du président Hollande l'accord entre Télivel et l'Institut Pasteur qui va former des médecins chercheurs ici et en France pour qu'on soit capable à l'avenir d'avoir des médecins guinéens capables de détecter n'importe quel virus et de soigner. Parce qu'il y a l'Ebola aujourd'hui, mais il y a la méningite, il y a le choléra, etc. Il peut y avoir d'autres maladies, on ne sait jamais. Donc il ne s'agit pas seulement de nous équiper pour lutter contre le choléra, il faut nous équiper pour être capables. Aujourd'hui, le Rwanda, grâce à l'appui que nous avons apporté à travers Palmer, le Rwanda aujourd'hui est en mesure, un hôpital performant qui peut lui permettre de détecter par eux-mêmes les virus et de soigner. Et c'est ça l'objectif que nous visons. Il est évident aussi que le fait qu'il y ait l'Ebola ne doit pas nous empêcher à faire des réalisations. Donc nous sommes en train de discuter, nous avons un partenaire qui arrive aujourd'hui pour les petites et moyennes entreprises. Et ensuite, pour les différents investissements, nous avons signé, pendant mon séjour au Maroc, Donato a signé avec pour la viabilisation de la zone industrielle, c'est-à-dire de Breka, Koya, Folkaya et Kindia. Et ensuite aussi, la société qui va reprendre les moulins de Guinée pour faire la farine, mais faire l'alimentation de bétail, faire les pâtes et les biscuits, etc. Donc, nous avons essayé un ensemble de projets économiques parce que nous devons quand même continuer à développer l'économie, même s'il y a l'Ebola. Voilà en gros, je voulais vous en faire un peu que vous sachiez exactement où on en est, quels sont les projets que nous avons, etc. Le ministre des Transports va rencontrer à Havre la société chaudière parce que nous voulons faire le guichet unique au port. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut qu'on ait un guichet unique au port. Ça veut dire qu'il faut que le port soit géré, que tout l'argent du port soit dans un canot pour arriver directement à la banque centrale et que personne ne peut ni les douaniers, ni les etc. Ensuite, nous avons la gestion du port. La direction générale du port a écrit à tous les gens qui sont au port. Ils ont donné des terrains à Kagolé pour vivre et installer. Ils n'ont rien fait. Donc, Bolloré a fini de les pour le conteneur et pour Lolo. Comme ils peuvent demander à Bolloré qui a investi de le louer. Pourquoi? Depuis 2 ans de l'année de construire, ils n'ont rien construit. Ils n'ont pas investi. Vous voyez comment était le port quand tu arrives, comment est le port maintenant. Il faut que ce soit très clair. Je dis que moi je défends les emplois. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'un seul travailleur soit employé, surtout les autres soient licenciés. Et ensuite, on doit améliorer leurs conditions. Mais je ne suis pas prêt à soutenir des gens qui n'ont rien fait au port et qui veulent profiter. Et qui recrutent le port, il y a les dockers. C'est les dockers qui sont en charge du travail du port. Vous n'avez pas laissé les dockers aller prendre des gens comme ça parce que ça vous plaît et qui viennent au port, donc ça nous crée des problèmes. Je ne suis pas prêt à ce que des gens nous bloquent, ils n'ont pas investi et ils veulent continuer. Non. Bon, je prends le problème du jetement international. C'est un grand scandale. Jetement international, le ministre Sow, à l'époque ministre des Transports, est parti à Paris. Bolloré a montré son intérêt pour le port. Quand il est venu en appel au gouvernement, les gens qui étaient là depuis longtemps qui n'ont rien fait, on dit nous aussi. Bon, on fait un appel d'offres. Dans l'appel d'offres, il y a 2 critères fondamentaux. La capacité financière et l'expérience. C'est-à-dire, est-ce que vous avez géré des ports? C'est les 2 conditions essentielles. Ensuite, on demandait qu'en plus de ça, la société fournisse ses bilans financiers des 3 dernières années. Le directeur du port qui n'était pas à demander le cabinet FFA, c'est un cabinet guinéen, qui a fait l'évaluation. La commission elle-même d'attribution, en ce qui concerne la capacité financière, a donné 1 sur 3 à Jetement et 3 sur 3 à Bolloré. En ce qui concerne l'expérience, 0 sur 3 et 3 sur 3 à Bolloré. En ce qui concerne les 3 années de budgétaire, 0 et 3. Enfin, comment vous pouvez donner 1 sur 3 et 0 sur 3? Automatiquement, la personne même éliminer l'appel d'offres. Comment vous pouvez attribuer le marché à cette société? Voilà dans quelle situation on s'est trouvé. Donc aujourd'hui, il a convoqué tout le monde. Il dit bon voilà, il faut que vous expliquiez. Le ministre des Travaux publics a annoncé pour convoquer les gens là. Il faut nous expliquer comment vous-même,
vous avez noté et vous avez donné. Il faut que vous nous expliquiez. Aujourd'hui, on a été condamné à Abidjan à payer 40 millions d'euros à Jetma, alors que nous devons poursuivre Jetma sur le plan pénal. Parce que malheureusement, l'agent judiciaire a déposé une plainte pénale, mais il n'a pas pris des avocats. Donc maintenant, nous allons à la fois déposer une plainte au pénal, parce qu'il doit être condamné, et deuxièmement, savoir pourquoi, alors qu'il ne remplissait aucune condition, on a donné le contrat. Après qu'on ait donné le contrat, le président Conté, qui a tué son âme, a suspendu le contrat. Quand le président est venu, il a maintenu la subvention. Bon, on sait comment la subvention a été levée. Le président Blaise a envoyé l'ingénieur pour dire à Denis de lever, d'autoriser. J'étais opposant, j'ai dit au président Blaise, si je gagne, je vais annuler le contrat de gestion, je défends les intérêts de la Guinée. Et je n'étais pas encore président. Mais c'est mon ami, mais je lui ai dit que ce que j'ai fait quand je suis venu, j'ai annulé. Parce qu'effectivement, Jetma n'a pas investi un franc. Regardez tout le bourré, le contrat de Jetma, il n'a pas investi un franc. Il ne gère aucun port. Il n'a pas la capacité financière. Alors, posez-vous la question, comment on a pu donner une société qui n'a pas de la capacité financière? Pour quelle raison? Chacun de vous pourra trouver la réponse. Je pense qu'il n'y a pas besoin, parce que si vous n'avez aucune capacité, on reconnaît qu'on n'a aucune capacité, on vous donne. Il faut se poser la question, pourquoi les gens là, qui étaient dans la commission, ont donné? Pourquoi on a signé? Et ça a été signé un samedi à 23h. Bon, ensuite, non mais ça c'est vos pratiques. Vous étiez tous là, madame, vous étiez ministre. Yassine, vous étiez tous là. C'est votre travail. Bon, en plus, Jetma change les conditions. Parce que Salou a joué un grand rôle pour que Jetma, il avait 30%. Et Jetma, d'une façon unilatérale, remet dans un avenir tout ça en cause. Le ministre Ousmane Ba a fait une lettre pour dire que c'est illégal, c'est contre les intérêts du pays. Charles Bois, en jugement, j'ai appelé Simon pour savoir, il a gagné 2 fois en appel. Il dit, mais il faut que le pour que la Cour suprême a annulé. Donc, on va devoir ce dossier pour savoir pourquoi la Cour suprême a annulé. Donc, tout ça, c'est quand même grave. Alors que nous avons la possibilité de faire condamner Jetma au pénal et de nous obliger à nous payer, ceux qui sont condamnés en arbitrage. Et là aussi, on va savoir ce qui se passe. Donc nous avons décidé donc de reprendre un autre cabinet américain qui va s'ajouter aussi, pour que réellement, à l'arbitrage, d'abord, on dépose plainte au pénal et qu'on montre comment ça a été illégal. Il faut que... On a le ministre de l'Agro, enfin, Aliou Diallo, bon, et ils ont convoqué les membres de la commission. Expliquez-nous comment vous avez pu donner, voilà des chiffres que même vous avez donnés. Mais il ne peut pas expliquer. Mais il faut que nous explique. Vous ne pouvez pas donner une telle notation et donner, alors qu'automatiquement vous devez tracer le dossier, l'exclure de l'appel d'offres. Donc il faut qu'on nous explique pourquoi ils ont donné. Moi, je ne fais pas de chasse aux sorcières. Mais quand les intérêts de la Guinée sont mis en cause, comment on va payer 40 millions d'euros à une société alors qu'on a raison? Bon, donc tout ça, c'est... Parce que vous allez apprendre, voilà, on dit, ah, il va attaquer. Moi, j'attaque personne. J'ai donné le dossier, j'ai compris que tout le monde a donné le dossier. Maintenant, allez vous expliquer et prenez des décisions d'agent judiciaire dans le cadre pour jouer son rôle. Et Ali, en tant que ministre de la Soie, il faut qu'il nous donne un dossier clair et qu'il s'explique avec ceux qui ont signé ces contrats. Ensuite, pendant les périodes de Roubola, je n'ai accepté aucune manifestation, ni de la mouvement, ni de l'opposition. Nous avons reporté les festivités à Mamou à cause de Roubola. Je n'accepterai pas. Si la majorité veut manifester, je vais appliquer la loi anti-casseur et les frapper. Si c'est l'opposition, fait la même chose. Il n'est pas question que les gens fassent la pagaille. Au moment, je n'accepterai ni de la majorité présidentielle, ni de l'opposition. Aujourd'hui, tout le monde va se battre. Les gens sont au Parlement. C'est au Parlement qui doivent discuter. Pourquoi, quand ils sont au Parlement, on va utiliser la rue? Je préviens tout le monde. La loi anti-casseur, c'est moi qui l'ai fait, c'est vous qui l'avez fait contre moi. Hein? Bon. Bon, c'est une loi qui existe, on va l'appliquer. Vous savez que si vous avez convoqué une manifestation qui a des dégâts, c'est vous qui payez. Jusqu'à présent, on n'a pas appliqué. Moi, on va l'appliquer. Maintenant, je vais l'appliquer aussi parce que la démocratie ne veut pas dire la pagaille. Il faut, malheureusement, le patriotisme n'est pas quelque chose. Comme on sait que la Guinée va de l'avant, on fait la pagaille pour dire que la Guinée est instable. La Guinée est un très grand symbole. Pendant que nos voisins ferment les frontières, mais quand ton voisin dit que ton chien a la rage, tout le monde se méfie. S'il y a une panique internationale, parce que nos voisins ont fermé les frontières. Mais malgré ça, quand le président Hollande vient, ça montre que tout le monde peut venir en Guinée. Donc,
tout le monde doit se mobiliser pour ça. Au lieu de ça, on commence à dire ceci, cela, etc. On n'est pas venu pour le petit problème de la Guinée. Il y a le Parlement. Et les députés n'ont qu'à aller au Parlement. Mais je n'accepterai plus de pagaille. Et j'ai promis le procureur. Maintenant, quelqu'un m'insulte, on le poursuit. Je n'ai même pas vu le lire. La loi dit, quand il y a injure au président, on doit le poursuivre. C'est moi qui le faisais avant. Il est procureur maintenant, allez-y. Donc je préviens tout le monde. Quelqu'un me diffame ou m'insulte, le procureur va le poursuivre. Et je n'interviendrai pas. Personne ne doit compter sur moi pour faire chose de la grâce. S'il est condamné, il fera les 3 mois ou les 6 mois. Il faut que ça soit très clair. Donc, maintenant, la pagaille là, c'est fini. La démocratie, ça ne veut pas dire la pagaille. Le Sénégal vient de manifester une très grande manifestation, mais s'il y a quelque chose de cassé, les gens même étaient avec les enfants. La manifestation ne veut pas dire que vous allez casser les maisons et détruire des gens. Ça aussi c'est fini, il faut que je vous prévienne. Moi, je n'accepterai plus la pagaille en Guinée. Je respecte les lois, mais votre droit va avec le droit des autres. Votre droit de manifester ne vous donne pas l'autorisation d'aller casser les maisons des gens ou des véhicules. Ça aussi c'est fini parce qu'on a terrorisé les gens. Ah, on va casser ta maison. Ça aussi c'est fini. Et les gens n'auront plus peur parce qu'on va casser leur maison. C'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. Tout ça c'est fini. Voilà en gros ce que je voulais dire du débat. Maintenant, la démocratie ne va pas dans le désordre. On peut manifester partout, mais on n'est pas en guerre. La seule guerre que nous avons, c'est la guerre contre l'Ebola. Alors, et aussi, il faut que les journalistes se mettent en règle. Vous l'avez discuté, mais il y a trop d'anarchie en Guinée. Si tout le monde doit respecter la loi, vous dites que vous êtes responsable. Un responsable, c'est respecter la loi. Ce n'est pas RFI qui va dire ce qui se passe en Guinée. Nous donnons une accréditation à un journaliste. Ils ont décidé un autre journaliste. Mais RFI n'a pas un niveau d'avant l'équipe. Ils sont dans la même situation que BBC ou Africa numéro 1. Ce n'est pas eux qui vont décider ici. Si nous donnons une accréditation à BBC, on donnera une à RFI. Ils sont contents ou pas, on s'en fout. RFI n'a pas une spécialité par rapport à BBC ou à Africa numéro 1. Ils sont tous sur la même situation. Et si ce que nous appliquons à BBC, Africa numéro 1, c'est que nous appliquons à RFI. Et si quelqu'un n'a pas d'accréditation qui intervient, on va le poursuivre judiciairement. Il faut que tout ça soit très clair. Moi, je respecte la liberté de la presse, mais je n'accepte plus la pagaille avant. Si vous n'avez pas de droit de même pas vous mettez. Est-ce que vous avez... Non, soyez en règle. Si vous êtes en règle, on reste tranquille. Toute la pagaille qu'il y a là, on va mettre fin. Et le ministre n'a pas à dire, j'attends que les gens... Non, on applique la loi. Vous n'êtes pas en règle, on vous donne un délai. Ce n'est pas vous à décider du délai. Le ministre n'a pas dit non, j'ai dit à Makela, ce n'est pas eux qui décident du délai. Nous donnons un délai. Celui qui n'est pas prêt dans ce délai, on arrête sa radio ou son journal. Chacun va respecter la loi en Guinée. Celui qui ne respecte pas, on applique la loi. Moi, je suis venu pour travailler, pour changer la vie des Guinéens, pas pour écouter les cadres, on a connu n'importe quoi. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va changer la situation des paysans, est-ce qu'il va changer la situation des femmes, est-ce qu'il va changer la situation des jeunes, est-ce que la Guinée va avoir le destin qu'il méritait. Il faudrait que vous ayez pu lisez le programme de Laurent Pré en 1950 pour voir quelle était la Guinée était destinée à quoi. On aurait dû être aujourd'hui le plus avancé d'Afrique de l'Ouest, c'est nous qui devons donner du courant, du lit, tout ça aux autres, etc. Ou au contraire, nous n'avons pas de courant, etc. Donc ça va finir. Donc je n'accepterai pas que les cadres ont mis ce pays à terre. La deuxième République, c'est un crime économique contre la Guinée. Je l'ai dit à Kassouine, je l'ai dit à tout le monde, et je vais lui démontrer que c'est un crime économique contre la Guinée, un crime social, un crime financier. Nous en déplaise, madame, et je vais lui démontrer, et je vais vous démontrer que quand il n'a rien à voir dedans. Mais il faut que je dise la vérité. Ceux qui sont en Guinée, vous avez honte quand vous voyez les routes, les maisons. Vous avez vu les végalos de Garaba qui étaient notre fierté avant. Garaba peut aujourd'hui être une destination pour les gens qui allaient avant au Kenya ou en Tanzanie. À condition bien sûr qu'il y ait un circuit touristique. On a les bungalows, on a les chutes d'eau du Tine, etc. On a les sapins, on a beaucoup de possibilités. Donc si nous mettons en Garaba en valeur les Mali, les gens qui vont au Kenya et qui ne peuvent pas aller, ils vont venir en Guinée. C'est ça qui m'intéresse moi. C'est pas ce que vous écrivez, etc. Quelqu'un qui écrit que moi j'ai dit à Kassa, et les bras n'ont pas laissé 21 samedi. Il n'a pas écrit ce qu'il veut. Ouais, c'est ce que je dis. Je dis simplement, tous les crimes qui ont eu en Guinée, moi je les assume. Parce que c'est les Guinéens qui ont fait. Kambouaro, j'assume. 1945, j'assume. 2006, j'assume. 2016, j'assume. 28 septembre, j'assume. La différence pour le 28 septembre, pourquoi le 26 septembre on n'a pas atteint parce qu'on a vu les femmes. Si c'est les morts, il y a 10 fois plus de morts au Congo qui se qu'en Guinée. Mais on doit rendre justice aussi à ceux qui ont été victimes en 2007, à ceux qui ont été victimes en 2006, à ceux qui ont été victimes au Kambouaro, à ceux qui ont été victimes en 85, etc. Tout ça sont des Guinéens. Comment voulez-vous que les Guinéens se réconcilient si on ne va pas tout ça à tout le monde?
Mon jeune frère Frédéric me disait, maintenant pourquoi c'est difficile en Guinée? C'est que chacun a été bourreau et victime. Ceux qui ont été victimes, après on a été bourreau, donc ça devient difficile. Alors, dans chaque famille où il y a eu des problèmes, vous devez rendre justice. Si on vous rend justice, ça veut dire pas dire que votre père va revenir. Mais si on montre que votre père n'est pas comploteur, qu'il n'était pas coupable, qu'on a condamné de façon injuste et qu'on établit la vérité, votre père ne va pas revenir. Vous avez la section morale, vous pouvez pardonner. Je ne veux pas qu'on m'enferme. Moi, j'assume tout le passé de la Guinée. Parce que c'est la Guinée, c'est pas la plainte ou masse ou autre chose. On ne doit pas avoir honte de notre passé. Quand dans ces œuvres négatives, qui sont des œuvres positives, ça a été fait en Guinée, par des dirigeants guinéens. Donc nous devons l'assumer. C'est ce que j'ai dit. Et ceux qui ne veulent pas qu'on parle du camp Boileau, ils ont tort. S'ils ne veulent pas qu'on parle de 1985 ou de 2006 ou de 2007, pourquoi? Tout ça c'est fait en Guinée. Il faut rendre justice à tout le monde. Et vous nous réconcilier. On ne va pas faire des réconciliation à moitié. Et ceux qui ont perdu les parents au camp Boileau, et à 85, et les années qui ont été tués en 2006, et les gens qui ont été tués en 2006, 2007, on va faire quoi? On va les laisser comme ça? Donc, moi, ça ne me dérange pas que les gens écrivent ce qu'ils veulent, ils inventent, c'est pas mon problème. Voilà ce que j'étais à vous dire ici, à votre écoute. Au dernier conférence de presse, une prise en charge de Bébel, un journaliste qui était malade. La demande a été faite de façon publique. C'est pourquoi nous voulons vous remercier publiquement parce qu'aujourd'hui, Bébel a été pris en charge d'abord à l'hôpital chinois. Ensuite, il est au Maroc aujourd'hui. Nous souhaitons qu'il se rétablisse. Vous avez respecté votre parole et la presse vous remercie pour le respect de votre parole. Espérons maintenant qu'il va pouvoir guérir. Merci. L'unique question de la presse écrite concerne la visite du président Hollande. Monsieur le Président, quel bénéfice concret espérez-vous tirer de la visite du président François Hollande en Guinée? Merci. Je pense qu'on a besoin de se demander qu'est-ce que le peuple guinéen attend de la visite Hollande. D'abord, il y a le premier problème. Quand on fait un sondage, 90% des Guinéens sont portés derrière la gare parce qu'ils confondent la francophonie où il y a 60 pays et le gouvernement sénégalais. Et jusqu'à présent, j'ai refusé le débat. Les deux derniers conseils des ministres, au divers, les ministres m'ont demandé et la francophonie. Ils disent mais pourquoi je veux expresser? Le 29, le député m'appelle, en tout cas n'est pas d'accord. En moment où il y a des présidents n'est pas d'accord, vous allez à Dakar, etc. C'est-à-dire, dans la lutte pour le développement d'un pays, il faut être froid. Il ne faut pas agir de façon émotionnelle. Quand on agit de façon émotionnelle, on oublie les intérêts du pays. Moi, je suis panafricain et je serai panafricain jusqu'à ma mort. Ça, c'est très clair. Toute ma vie, j'étais panafricain. Ensuite, je ne confonds pas les dirigeants et les peuples. Tous les dirigeants vont passer. Mais les peuples sénégalais, les peuples guinéens, les peuples maliens, les peuples guinéens, les peuples... Ils vont rester sans des peuples frères. Donc on ne peut pas faire supporter par les peuples les erreurs que nous les dirigeants peuvent commettre. Si moi je commets une erreur en Guinée, le peuple guinéen ne doit pas supporter ça. Bon, ensuite, Hollande ne peut pas venir et on me dit que j'ai parlé à la francophonie. Il ne faut pas que vous croyez comme certains disent oui, il est venu pour parler à l'alpha. Non, ça n'a rien à voir avec la francophonie. Moi je commence à écrire déjà, oui, Hollande est venu pour faire parler à l'alpha chose, mais ça n'a rien à voir. Je pense que la France est beaucoup engagée derrière nous, économiquement, depuis que le président Hollande est venu, avant même, et beaucoup plus. Et deuxièmement, l'histoire d'Ebola. Madame Brigitte Jardin est venue 2 fois en moins de 2 mois. Donc la venue du président Hollande, c'est d'abord un premier symbole. Ça veut dire que tout le monde peut venir en Guinée. De Marjorie, le président de Total, avait demandé au gouvernement français, il faut aller en Guinée. L'Ebola n'est pas une raison. Malheureusement, il est mort, vous savez, de façon vraiment, incompréhensible. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une chasse neige, je ne sais pas quoi, soit sur la piste et pour tuer un avion. Donc, le fait que le président Hollande vient, ça veut dire que si un président d'une si grande peut venir en Guinée, ça veut dire que tout le monde peut venir. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement aussi, nous devons discuter de l'aide. Parce que vous savez, les journaux français ont été assez critiques. Le Monde, le Nouvel Observateur, disaient que la France ne faisait pas grand-chose. Et j'ai toujours dit aux Américains, je ne suis pas d'accord de dire la France aide la Guinée, l'Angleterre aide la Sierra Leone et les États-Unis aident le Libéria. J'ai dit il faut une réponse globale. Mais il y a quand même une série de critiques. Les Américains disent mais la France ne fait pas assez. Bon, etc., etc.
Or, moi, je pense que la France nous soutient beaucoup. Donc, pendant le séjour du président Hollande, nous allons revoir l'aide qu'il nous apporte au niveau de l'Obra et aussi l'aide budgétaire. Et vous savez, on a un grand problème, c'est que EDG et la Société des eaux doivent 60 millions d'euros à la France. Or, quand c'est un crédit de l'AFD, ce n'est pas un crédit concessionnaire, c'est-à-dire comme quand il par le club de Paris. Donc nous avons déjà ce problème parce qu'il faut que EDG et la société de puissent être accompagnés. Il faut qu'on trouve une solution à cette question. Si la dette ne veut pas être envoyée au club de Paris, au moins qu'on trouve une compensation dans un budget pour que, parce que nous devons remettre EDG sur pied. Là aussi, ça dit, il faut avoir de complexe, il faut se dire la vérité. Les Guinéens ne sont pas capables de diriger EDG pour nous donner le courant. On n'est pas capable de diriger la société des eaux pour nous donner le courant. On n'est pas capable de diriger le port. On n'est pas capable de diriger les transports urbains. Quand tu n'es pas capable, tu cherches un partenaire stratégique. Vous êtes tous contents de l'aéroport. Mais l'aéroport est géré par la Guinée et l'aéroport de Paris. Et ça veut dire que l'aéroport ne nous appartient pas. Donc il faut qu'on ait un partenaire stratégique pour nous aider à remettre de l'ordre à EDG. Et ensuite, on transforme EDG en société mixte. C'est-à-dire un partenaire étranger qui mettra de l'argent dedans pour qu'on ait directement le courant. Parce que le port, c'est la même chose. Quand tu ne peux pas gérer, tu apprends par des gens qui savent. Au bout de 2, 3, 4 ans, ils s'en vont. Quand on met un directeur général, on met un Guinéen comme directeur général adjoint. On met un directeur financier, on met un Guinéen comme directeur financier adjoint. On met un chargé de logistique, on met un Guinéen comme son adjoint. Donc, quand ça va être bien géré, là, elle n'était pas venue. Les bus commençaient à bien marcher. Ils ont fait un programme sur 400 bus. On avait commencé à faire de la bus et les bus étaient à l'heure. Mais les cadres les ont traumatisés. On doit rendre au directeur général de la société à 10h, 11h, ils ont dit, ah bon, vous êtes encore là? Ah, vous êtes encore là? Mais ils ont traumatisé, les gens sont partis. Comment marche les bus aujourd'hui? Donc il faut qu'on trouve un partenaire stratégique pour qu'on ait un service de bus qui marche réellement, qui soit bien entretenu et qui sont à l'heure. Bon, aujourd'hui, nous avons fait lancé un appel d'offres avec la Banque mondiale. Il y a 3 sociétés qui ont soumissionné. Donc nous allons voir les conditions financières. Mais nous n'allons pas faire ce qu'on a fait avec Hydro-Québec. C'est-à-dire qu'on ne va pas donner à une société de faire n'importe quoi. On va mettre des critères de performance et ensuite un engagement qu'au bout de redressement, vous allez participer comme actionnaire. Donc il faut qu'on redresse d'abord. EDG d'abord doit fonctionner comme une société. D'abord, on va mettre en place le conseil d'administration qui n'existe pas. Il faut d'abord qu'il y ait un conseil d'administration aussi, et les dirigeants font n'importe quoi. C'est la même chose pour les universités. Il n'y a pas de conseil d'administration. D'ici la fin de l'année, au plus à janvier, on va mettre tous les conseils d'administration en place. Au moins, il y aura des gens pour suivre ce que les directeurs généraux font ou ce que les directeurs font. Bon. Et l'université, c'est un grand problème. On perd beaucoup d'argent dans les universités privées qui forment des chômeurs parce que très souvent, il y a des professeurs qui n'ont même pas la licence. Et nous avons décidé à développer des universités publiques pour qu'on gaspille moins d'argent dans les universités privées et surtout les écoles professionnelles. Nous avons un financement du fonds saoudien pour, je crois, 5 ou je ne sais pas combien d'écoles professionnelles de haut niveau. Bon, ensuite, nous avons le roi du Maroc qui va construire par sa fondation une école professionnelle Symphonia et un hôpital. Donc je pense que l'arrivée du président Hollande, en plus du symbole que c'est que nous avons décidé concrètement de ce que nous attendons de la France. D'abord permettre aux entreprises françaises de devenir de nouveau et ensuite comment ils peuvent nous aider pour accompagner EDG et la société des eaux, etc. Et aussi nous soutenir sur le plan budgétaire, mais aussi nous défendre au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire, etc. Parce que la France est quand même une des grandes puissances qui compte au Fonds monétaire à la Banque mondiale, sans compter et le président Hollande nous a très très bien accompagnés, la France nous a très bien accompagnés et ce voyage va être le point culminant de cette rencontre. Mais je pense que chacun de vous a son idée. Moi je ne suis pas omniscient ou autre chose, chacun de vous a son idée, chacun de vous sait, est-ce que vous attendez quelque chose d'Hollande, est-ce que vous avez un message président, ah, on veut que vous dites ça Hollande. Moi je n'ai pas la prétention de tout connaître, je suis prêt à écouter les conseils ou les choses que vous pensez qu'on peut demander au président Hollande, je suis ouvert. Parce que on peut pas, avec un doigt on ne peut pas soulever quelque chose, mais avec le doigt on peut soulever. Donc je n'ai pas la prétention d'être un doigt. Là, si vous avez des suggestions sur le voyage d'Hollande, moi je suis à votre écoute. L'actualité oblige, nous savons que le président François Hollande va effectuer cette semaine une visite chez nous. Mais aussi, nous savons bien que l'opposition
a annoncé la reprise de ces manifestations si toutefois ces revendications politiques ne sont pas satisfaites. Monsieur le Président, qu'en dites-vous? La seconde question, Monsieur le Président, des sérums contre Ebola sont annoncés par Médecins sans frontières pour le mois de décembre. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet, surtout de son avancement? Je vous remercie. Moi, je ne suis pas au courant que Médecins sans frontières a annoncé un vaccin pour décembre. Ça, c'est la première nouvelle. Ce que je sais, il y a plusieurs qui disent qu'ils vont trouver le vaccin, etc. Bon, pour le moment, personne n'a dit qu'il y a le vaccin. Le Canada a dit qu'il y a un vaccin, l'Angleterre dit qu'il y a un vaccin, encore les Japonais, etc. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais entendu Médecins sans frontières dire qu'ils ont trouvé. D'abord, Médecins sans frontières ne peuvent pas trouver le vaccin. D'abord, premièrement, c'est les laboratoires. Médecins sans frontières, ce n'est pas un laboratoire, ce sont des médecins. Donc, ils ne peuvent pas trouver le vaccin. Ce sont les laboratoires. La question qu'on peut se poser, pourquoi l'Ebola existe depuis 30 ans, pourquoi il n'y a pas de vaccin? Tout simplement parce que c'est une maladie des pauvres. Si l'Ebola avait atteint la France, l'Angleterre ou les États-Unis, il y a longtemps qu'on aurait trouvé le vaccin. Mais comme c'est une maladie des pauvres, bon, aucun laboratoire, si vous trouvez un vaccin contre la grippe, vous allez vendre, je ne sais pas combien de millions. Mais contre l'Ebola, il y a combien? Il y a combien que vous achetez? Donc, pour l'Ebola, il faut que ce soit les gouvernements du monde développé qui financent la recherche. Parce que le laboratoire, s'il trouve un vaccin, il faut qu'il bénéficie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vende le vaccin suffisamment pour être bénéficiaire. Mais si vous prenez un vaccin pour, je ne sais pas combien d'habitants, vous n'avez pas intérêt. Donc aujourd'hui, c'est les gouvernements qui doivent, c'est-à-dire les gouvernements au centre des États de l'Union européenne, qui doivent financer la recherche pour trouver le vaccin. C'est valable pour le sida. Tout le monde s'est battu pour trouver le vaccin. Ils ont pour trouver au moins les antiviraux. Parce que le sida, c'était commencé aux États-Unis et partout, comme ça a touché les grands pays développés. Tout le monde s'est battu. Donc, l'Ebola étant une maladie des pays pauvres, comme a dit Jim King, le président de la Banque mondiale, on soigne les riches, on laisse mourir les pauvres. Donc, nous devons nous battre pour que ce soit les gouvernements qui financent la recherche pour trouver le vaccin. À ma connaissance, moi, j'ai jamais entendu d'abord MSP dit, je vais utiliser tel médecin, tel vaccin, mais il ne peut pas dire, comme on a fait un vaccin, il ne peut pas, c'est pas le rôle. Bon, et en ce qui concerne, quelle revendication politique? Lorsqu'il y a eu la rencontre avec Saïd Jini, quel a été le point d'accord? Un, le choix de l'opérateur pour les élections par appel d'offres. Il y a un appel d'offres, tout le monde a participé. Et, comment il s'appelle le député de l'UFPG de Fourcaria, il a dit, tout le monde a entendu sur LFI qu'ils sont très satisfaits de la façon dont ça se passe. Il y a un appel d'offres et tout le monde était là et on a choisi un opérateur. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est de poursuivre les gens qui ont commis des actes délictueux. Troisième, éventuellement, est-ce que les gens ont produit? Voilà les 3 points. Quelle est la revendication politique? Le reste, c'est au Parlement. Si vous voulez discuter du loi électorale, c'est au Parlement. Si vous voulez discuter de la CENI, c'est au Parlement. C'est pas dans la rue. Tout le monde est député. Donc, c'est au Parlement qu'on doit discuter. Je ne vois pas quelle revendication politique qu'on n'a pas acceptée. Lorsqu'ils ont refusé de signer, j'ai demandé au ministre d'État à la justice de convoquer tout le monde. Et bon, voilà les conséquences de l'accord, on signe. Mais quelle revendication? Vous savez, beaucoup savent ce qu'ils font. Mais on ne va pas déstabiliser la Guinée. Ce qui rêve d'un coup d'État, il se trompe. Je dis qu'il n'y a pas de coup d'État en Guinée. Quand j'étais parti me reposer en Tunisie, on a dit que c'était moi qui l'avais pas de pouvoir, on n'a pris le pouvoir où? Et aussi, nous savons ce que certains font. Ils le savent. Nous les attendons. Moi, si patient, je ne suis jamais pressé, mais personne ne va descendre la Guinée. Faire descendre des enfants dans la rue pour faire fuir les investisseurs. Quand on n'a pas fait les élections, on a fait les élections législatives. Maintenant, c'est le Parlement. Si les gens n'ont plus de base et qui veulent faire l'agitation, je n'accepterai pas. Donc, moi, il y a le Parlement. Tout le monde est libre de déposer des projets de loi qui veulent là-bas et discuter. On a choisi un opérateur par appel d'offres. Et l'opérateur est choisi. Donc c'est à la CENI à organiser les élections. Ce n'est pas le gouvernement. Par contre, je dis que les élections, le gouvernement va financer. L'élection, c'est le plus grand signe de la souveraineté. Mais ce gouvernement n'est pas capable de financer les élections, c'est un gouvernement. Si c'est l'étranger qui doit financer votre élection à votre part. Donc je dis, le Sénégal finance les élections, le Burkina finance les élections, etc. Le Mali finance. Pourquoi nous, ce sont des gens qui doivent financer notre élection?
Un gouvernement qui n'est pas capable de faire face à ses dépenses de fonctionnement n'est pas un gouvernement. Qu'on ait un soutien extérieur pour les investissements, oui. Mais si on n'est pas capable de payer les salariés, si on n'est pas capable de faire face à nos besoins, on n'est pas un gouvernement. Un État doit être capable de faire face à des dépenses de fonctionnement. Et le symbole de la souveraineté d'un État, c'est les élections. Si c'est l'étranger qui doit vous décider pour vous, vous n'êtes pas indépendant. Donc j'étais très clair. L'État guinéen va prendre en charge des élections. On ne veut plus de soutien, que les gens nous soutiennent pour la santé, pour la justice, pour les forces de bien, mais pas dans notre souveraineté. On n'acceptera plus que les ONG aillent discuter de quel doit faire comme il y a un parlement. C'est pas les ONG à décider, est-ce que c'est les ONG qui décident en France ou aux États-Unis, qu'est-ce que c'est le code électoral et comment on doit voter. Il faut qu'on perde ce complexe. Les gens ne doivent pas nous prendre pour les enfants. On n'a pas à décider à notre place. Moi, le rôle des ONG, à partir du moment où il y a un parlement, est-ce que c'est les ONG qui proposent les lois, qui font voter les lois en France ou c'est le Parlement? Alors, il faut cesser d'avoir ce complexe. Moi, je veux qu'on respecte la Guinée. Mais pour ça, la Guinée, il faut qu'on fasse respecter. Et je n'accepte rien. Quand une organisation internationale me dit, je suis d'accord. S'ils me disent, vous allez recevoir à 11h, je les appelle, mais la présidence, c'est pas vous qui fixez. C'est pas vous qui me dites à quelle heure je dois recevoir les gens. C'est moi qui décide l'heure. Et je n'accepte pas. Et je vous dis, je vous reçois à midi. Mais est-ce que quand ils vont en France, aux États-Unis, ils vont dire à Obama, vous nous recevez à 11h? Et ils ne sont pas fous. Pourquoi ils vont le faire en Guinée? C'est que nous ne voulons pas le faire respecter. N'importe qui vient, le président doit le voir. Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas les ONG qui vont nous diriger. Et je n'accepte aucune pagaille. Il y a le Parlement. S'il y a le Parlement est fait pour voter les lois. S'il y a un problème, vous proposez, vous décidez au Parlement. Si vous gagnez, vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, vous ne gagnez pas. Je veux savoir quelle revendication. Moi, je suis président de la République, je parle de n'importe où. Et je suis en campagne. Mais je suis président de toute la Guinée. Si je décide aussi d'Adadjel, je vais. Si je dis à Yébou, je vais. Il faut que ça soit très clair. Je n'accepte plus la pagaille. Et je sais qui veut faire la pagaille. Il sait quoi. Et je ne le rencontrerai pas. Moi, je suis un combattant. Je suis habitué à me battre. Je n'ai pas besoin de discuter. Et les 3 4 millions d'argent vont venir. Qu'est-ce que c'est l'argent? Moi, je n'ai pas d'argent à donner des hommes politiques. Moi, l'argent, c'est pour développer la Guinée. Je ne suis pas là pour corrompre les gens. Mais ils vont savoir maintenant que la Guinée, ce n'est plus la pagaille. Ça, c'est très clair. Je les ai prévenus. Et le ministre va les prévenir encore. Il y a le Parlement. On vote les lois. On doit décider là-bas. Il faut que ça soit très clair. Ni de la majorité, ni de l'opposition, je n'accepte plus le pagaille. Quand on a l'Ebola, on ne va pas faire des manifestations. Et surtout les manifestations aussi, manifestations pacifiques. Ce n'est pas dire qu'on casse les véhicules des gens, les maisons des gens. Ça doit être très clair. Je crois que la précision vous avez dû évoquer le Sénégal avec la francophonie qui se tiendra le 29 et 30. La Guinée doit bien savoir, est-ce que M. le Président Alpha Condé participera de sommet? On sait que les relations n'ont pas été tendres ces dernières semaines entre la Guinée et le Sénégal. Et nous apprenons également que le président français Hollande, attendu en Guinée le vendredi, aurait souhaité être reçu par M. le Président vous-même à l'absence des ministres du gouvernement et des diplomates accrédités en Guinée. Que dites-vous? Merci. D'abord, la francophonie, ce n'est pas l'affaire du Sénégal. C'est l'affaire de 60 pays. L'année dernière, c'était au Congo-Kinshasa. Cette année, c'est à Dakar. Ça peut être, je ne sais pas moi, à Bamako, ou bien à Lomé, etc. Il ne faut pas mélanger les choses. Et la francophonie n'a rien à voir avec les relations entre le gouvernement, entre la Guinée et le Sénégal. Ça, c'est des relations bilatérales. Ensuite, sur le plan personnel, mon plus grand soutien de tout a été le président Diouf. Quand en 1991, j'ai failli être victime, je ne me suis pas refusé à l'ambassade occidentale, je me suis refusé à l'ambassade du Sénégal. Et le président Diouf m'a soutenu, il m'a envoyé son armée, etc. Et il m'a toujours soutenu. Comment le président Diouf est arrivé à la fin de son mandat et moi je ne suis pas là pour lui rendre hommage? Ne serait-ce que sur le plan personnel déjà, pas sur le plan de relations entre la Guinée et le Sénégal. Ensuite, la deuxième chose, c'est la francophonie, c'est 60 pays. Il ne faut pas réagir de façon émotionnelle. Moi, j'étais très clair. Je n'ai jamais critiqué un président. Mais j'ai dit que je tire les leçons. Le pomme de terre en pouille, le tomate en pouille. Ok, ça ne pourrait plus. On a déjà intérêt à Pimi Madina. On va poser la première pierre et on va transférer les pommes de terre sur place. Donc, quand vous avez les chiffres ou la pluie, ça ne pourrit pas. Les tomates, c'est pareil.
en train de voir l'usine de Mamou, on va les lancer une usine de Mamou, ou qui notamment de police plus. C'est-à-dire qu'on ne doit plus être dépendant de nos voisins en ce qui concerne nos produits agricoles. On les transforme, on fait de l'agroémission, on transforme, pour que nous ne soyons plus victimes, qu'on forme des frontières ou autre chose, etc. Nous allons relancer la production de thé et d'usine de Massanta, comme nous l'avons fait pour Dabola. Nous allons relancer l'usine de tapioca, des choses de Garia, des choses à Farana. Nous allons développer des usines d'huile de riz de palme pour qu'on transforme chez nous, etc. C'est-à-dire, il faut que nos matières premières agricoles soient transformées sur place et que nous n'exportons que le produit fini. Et qu'on soit moins dépendant des pays voisins. Ils ont démontré qu'en cas de problème, ils nous abandonnent. Nous, on n'abandonne la personne. Moi, je ne peux jamais me fronter avec un pays. Parce que je suis là pour qu'il y ait l'unité africaine. Mais c'est d'avoir des réactions émotionnelles. On ne fait pas la politique, on ne développe pas un pays par des réactions émotionnelles. C'est vrai que ça fait mal. Oui, mais moi, ce que je dis aux gens, quelle est la meilleure vengeance? Quand quelqu'un te fait du mal, toi tu lui fais du bien. C'est la meilleure vengeance qu'on peut faire à quelqu'un. Mais je sais que tous les Guinéens sont mécontents. Mais ça va donner une leçon aussi. Qui dit peut le mannequin guérisé au Chouba? Est-ce que vous savez qui est le mannequin qui est guérisé au Sénégal? Ça va vous donner aussi à réfléchir. Quand on est dehors, on est Guinéen, on n'est pas peur, on n'est pas mannequin, on n'est pas guérisé, on n'est pas sous-sous. Et je crois que si les Guinéens sont intelligents, ça les amène à renforcer l'unité nationale, qui chassent, qui sont d'abord Guinéens, non pas de Mamou, ou de Kankan, ou des Elkoré, ou de Yomou, etc. Je pense que nous devons tirer les leçons sur tous les plans. Mais on ne doit pas ni avoir de vengeance, ni esprit de rancune, et ni pénaliser le peuple sénégalais ou le peuple ivoirien, qui ne sont pas responsables. Bon, vous savez, moi je ne vois pas, je ne raisonne pas comme ça. Aujourd'hui, souvent les gens ils interviennent dans nos émissions pour dire que les prix du riz sont stables parce qu'on a cassé le monopole. Et beaucoup estiment aujourd'hui qu'en supprimant tout et en donnant l'exploitation du Keroro au groupe Bolloré, ça va amener encore à mettre en place un autre système de monopole. Est-ce que le transport des produits encore ne sera pas revu à la hausse? Et la dernière question, vous dites que quelle revendication? Je complète la question de Abdallah. C'est bien la recomposition de la CENI. Les membres de l'opposition étaient hier devant la presse. Ils ont dit qu'aujourd'hui, la loi 016 qui a mis cette CENI en place, aujourd'hui, elle ne tient plus la route parce qu'il n'y a plus de parité au sein de cette institution. Merci, Monsieur le Président. D'abord, est-ce que vous savez ce qu'est un rolo? Non, quand même, vous êtes des intellectuels. Un rolo, c'est ceux qui amènent des camions. Qu'est-ce que ça a à voir avec le riz? Non, c'est-à-dire, informez-vous. Vous allez les conteneurs. Vous pouvez amener des véhicules par les conteneurs. Vous avez ensuite le port autonome avec le rôle, c'est-à-dire pour l'emploi de véhicules. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens là, ils n'ont rien fait pour qu'il y ait la place pour décharger les véhicules. Ils sont là depuis combien d'années? Ils n'ont pas investi un franc. On leur a donné des terrains à Gagblin, ils ont refusé. Pourquoi voulez-vous que le port demande à Bolloré de faire des espaces aménagés pour qu'on puisse débarquer? Parce que la dernière fois, on nous avait dit qu'on peut avoir 1000 bateaux. Moi, j'ai dit je veux 2000. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas investi un franc? D'abord, il faut savoir quelle concurrence. Jetma, c'est-à-dire Grémy à 70% de l'euro. Où est la concurrence? Quand vous avez 70%, où est la concurrence? Ce n'est pas un monopole. Il y a déjà un monopole, mais quelqu'un qui n'a ni investi. On demande à l'autre d'investir, de faire des terrains pour pouvoir dégager des véhicules. Lui, il va investir des millions d'euros et vous allez donner ça à quelqu'un qui n'a rien investi, qui a 70% pour qu'il n'a pas investi. Non, il faut quand même être patriote. Les gens ne veulent pas investir en Guinée. Ils donnent de l'argent aux gens. Et vous venez les défendre. Demandez aux dockers, les dockers n'ont pas dit. À part de ceux de sous-traitants, tout le monde n'a pas allé de dockers. Dit à part de ceux de sous-traitants, c'est moi les dockers. Qui va faire la grève au port? Qui est le docker qui va suivre? Ce qui m'intéresse, moi, c'est développer la Guinée et donner du travail aux travailleurs. Ce n'est pas permettre aux gens qui n'ont jamais investi à continuer à gagner de l'argent sur le dos de la Guinée. Si vous donnez de l'argent pour que dépendre, c'est votre problème. Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, je lutte contre les monopoles.
Et tout le monde est libre. Tout le monde est libre d'investir au port. Pourquoi ne pas investir? Si tu n'investis pas, alors quelqu'un, tu ne connais pas d'hôtel, devait sur la construction d'hôtel, va lui donner la terrasse. Mais parce que tu es gérant d'hôtel, tu ne construis pas. Mais si tu veux gérer, tu construis l'hôtel. Quelqu'un ne va pas construire, demande, moi je vais gérer cet hôtel. Mais enfin, il ne faut pas se foutre du monde. Donc soyez un peu patriote. Informez-vous avant d'être les véhicules des gens qui veulent mettre la Guinée à terre. Moi je n'ai peur de personne en Guinée. Celui qui n'investit pas, celui qui investit, je le donne. Mais depuis que j'ai dit guichet unique, c'est ça, ah, ils veulent pas, mais guichet unique, ça empêche maintenant les gens de voler de gauche à droite. Tout va dans un tuyau à la Banque centrale. Évidemment, les gens ne sont pas contents. On ne peut pas continuer à gérer le pays pour que le pays soit à terre. On doit gérer, quand on dit libéralisme, ça veut dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité. Yacine paye 10% de taxes, Madame Bella doit payer 10%. Mais si vous dites à Yacine de payer 10%, Madame Bella de payer 50%, où est le marché? Le marché a dit que tout le monde est mis sur le même plan d'égalité. Et nous allons faire en sorte que le peuple guinéen ne souffre pas des monopoles de l'avitaillement. Mais si on donne la liberté d'importer le riz, si Yacine importe 1 million de tonnes de riz et vend à 180 000 et que Mme Diallo le vend à 200 000, pourquoi il va empêcher Diallo de vendre à tout le monde? Pourquoi? Là, il a le monopole. Non, s'il va moins cher que l'autre, il importe comme il veut. C'est ça, quand on dit libre marché, ça veut dire que tout le monde est sur le même pied d'égalité, tout le monde respecte la loi. Maintenant, c'est la concurrence qui joue. Celui qui est plus performant, il gagne. Donc, vous allez dire l'autre qui est plus performant, non, pour la concurrence, il va à 180 000, permettant de le vendre à 200 000. À ce moment-là, où est le libéralisme? Non, soyez sérieux. Ensuite, j'étais toujours contre la CENI politique. Qui a décidé la CENI politique, la parité? C'est pas moi. J'ai toujours été contre, j'ai été politique indépendant. Une CENI politique n'est pas une CENI, mais c'est eux qui ont décidé la CENI. Et ils ont envoyé des délégués. Pour dire qu'il n'y a pas de parité. Est-ce qu'on a changé les membres qui sont là-bas? Est-ce qu'on a changé les représentants? S'ils n'ont plus d'influence sur les représentants, c'est le problème. Est-ce qu'on a changé la commission de la CENI? Est-ce que les membres qu'ils ont envoyés, on les a enlevés? Ils sont là. Mais si tu n'es plus capable d'avoir un contrôle sur toi, si moi je ne suis pas capable d'avoir un contrôle sur mon militant, c'est mon problème. C'est politiquement, je ne suis pas capable. Mais on n'acceptera jamais, s'ils veulent changer, donc aller au Parlement. Une autre loi du change, ils sont au Parlement, ils n'ont qu'à faire une proposition de loi. Ce n'est pas la rue, et ce n'est pas le gouvernement. Si moi je vais changer la loi, je dépose une loi. Non, il faut quand même cesser ce petit jeu-là. Vous ne pouvez pas demander une chose, le mec qu'on ne veut pas demander son contraire. C'est eux qui ont demandé la CENI avec parité. Mais si tu as quelqu'un qui ne te suit plus, non, cette comédie-là, c'est fini. Il y a un Parlement, ils veulent le regarder. Et puis celui qui crie là, quoi? Il va mettre qui dans la rue? Si je ne le mets pas, on va voir. Et il saura qu'il y a un gouvernement ici maintenant. Je le dis. Donc ces histoires-là, de dire la CENI n'est plus, mais c'est qu'ils l'ont mis, ils n'ont qu'à déposer les projets de loi. Est-ce que c'est la rue qui va qu'on n'acceptera plus qu'on fasse fuir les investisseurs en mettant les gens dans la rue, parce qu'on ne veut pas que la Guinée se développe? Nous allons démontrer que c'est qui ont mis la Guinée à terre. On va commencer. J'attends que le volant finisse. Parce que pour moi, je ne fais pas de politique. Je m'occupe de le volant. Après, on va faire la politique. Et si on fait la politique, ce sont les nains politiques. Je vous assure, ce sont des nains politiques. Peut-être vous êtes plus politique que. Et ça, c'est les politiciens qui comprennent rien. Les gens qui parlent d'économie ne comprennent rien. Ils jouent à l'économie des petits comptables. On va démontrer qu'ils ne connaissent rien. Ce n'est pas de faire du bruit là sur les radios. La gestion, on sait c'est quoi. Il faut faire du bruit, macroéconomie, microéconomie, etc. Bon, on raconte n'importe quoi. Depuis que la Guinée est Guinée, on n'a jamais pu mener à bout un programme du Fonds monétaire. Ces grands économistes-là, les gars, ils ont mené. Personne n'a jamais le PPTE. Les gens ont eu 10 ans avant nous. Le PIB de la Guinée, c'est 6 milliards de dollars. Le PIB du Sénégal, c'est 30 milliards de dollars. Comme vous pouvez imaginer que le Sénégal, qui est là, qui est là, ou la Casamance, a un PIB 5 fois supérieur au PIB de la Guinée, avec toutes nos richesses. On dit scandale économique, scandale géographique, scandale agricole. Comment le Sénégal peut avoir un PIB 5 fois supérieur à la Guinée? Et ce n'est pas une honte pour nous. On doit avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois le PIB du Sénégal. Les gens qui parlent à demander pourquoi on en est là. Cette comédie-là, c'est fini. Moi, personne ne m'impressionne. Les moments de rue et tout ça là, ça ne m'impressionne pas. J'ai été 50 ans opposant avant eux. Quand moi j'étais en prison, j'étais pas au pouvoir. Et on fait quoi? Moi j'ai déconné à moi par sécurité. Est-ce que ça m'a changé?
J'ai fait 2 ans après, ça m'a changé. Ce sont ces petits rigolos là qui s'agitaient et qui vont me dire qu'ils sont pour la démocratie. Non, laissez ça. Aujourd'hui, Ebola traîne un autre mal qu'on appelle la stigmatisation. Un peu partout aujourd'hui dans le monde, le Guinéen souffre le martyre. Est-ce que dans vos plaidoyers, vous intégrez cet aspect dedans? Merci. Lors de mon voyage aux États-Unis pour le sommet Afrique et les États-Unis, que l'OMS et le médecin ils ont mal communiqué. La première chose, on n'a jamais dit au malade qui peut guérir. Si il n'est pas un malade qui peut guérir, il faut y avoir à l'hôpital. Deuxièmement, on a créé une psychose irrationnelle, comme si on attrapait l'Ebola en l'air. Mais pour ça aussi, nos voisins ils sont pour beaucoup. Donc je dis, si tu dis que ton voisin dit que ton chien a ragé, tous les autres vont avoir peur de ton chien. Notre problème, c'est d'expliquer patiemment aux gens que c'est l'Ebola, comment on peut casser la panique. Et changer la communication. Donc vous devez participer. Chacun de vous doit savoir expliquer comment on attrape l'Ebola. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer comment on attrape l'Ebola, nous allons ouvrir des écoles. Parce que on n'a pas fait des écoles jusqu'à la fin des vacances. On n'attrape pas l'Ebola comme ça. Vous trouvez tous là. Est-ce que vous avez l'Ebola? Vous allez à vos activités à connaître tout le monde. Est-ce que vous avez l'Ebola? Donc, c'est à nous à expliquer patiemment qu'on est ensemble à l'Ebola en l'air. Mais qui nous a stigmatisé d'abord? C'est le voisin. Celui qui est loin, il ne te connaît pas. Celui qui est près, il te connaît. Si tu lui as dit que tu sens mauvais, celui qui est loin va dire que tu sens mauvais. Donc, ensuite, ce que j'expliquais aussi, il ne faut pas qu'on ait des avantages de nos avantages. On dit la situation est moins grave en Guinée, etc. Bon, c'est plus grave au Libéria, en Sierra Leone. Mais quand le Canada dit je ne donne pas de visa, il ne donne pas au Guinée non plus. Donc je dis il ne faut pas qu'on soit défavorisé en disant la situation est moins grave chez vous et qu'on soit défavorisé au moment de soutien. Il faut qu'on nous soutienne autant que les autres. Et j'ai dit il faut soutenir la Guinée autant que les autres parce que si on est dehors, on est victime de la même façon que les Libériens de Sierra Leone. Quand on dit on ne veut plus de visa, c'est tous les pays, c'est-à-dire la Guinée, Sierra Leone et le Libéria. Si on faisait c'est nous. Mais progressivement, le président Hollande vient le 28. Le président de la Banque mondiale vient le 3. Avec une forte délégation, le président de SFI, Kai, Maktar, le vice-président de la Banque mondiale, etc. Tous les centres de la Banque mondiale sont là, le 3. Bon, vous avez d'autres qui viennent. Bouré n'est pas venu, parce que le n'est pas venu. Donc, s'il y a de plus en plus de gens qui viennent, les gens sauront que la Guinée va être persuadée. Et ils voient la répression. Bon, là, il y a l'Ebola en Côte d'Ivoire. Bon, les autres, bon, oui. On ne peut pas. C'est comme quand il y a eu le sida au début. Il y a eu une panique généralisée avant qu'on ne comprenne. Mais c'est à nous battre pour que d'abord qu'on termine l'Ebola chez nous et qu'on continue notre voie. Mais aussi, la Guinée est victime depuis l'indépendance de beaucoup de justice. Mais c'est notre manque de patriotisme. Parce que quand tu sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances, tu dois en tenir compte. Ceux qui sont là savent. La montée de la Guinée ne prépare tout le monde. Que la Guinée puisse utiliser ces ressources ne prépare tout le monde. Les gens préfèrent qu'on soit chose. Voilà. Mais personne ne va empêcher la Guinée de monter. Parce que nous allons les exploiter. Nos ressources minières, nous allons les exploiter. Notre agriculture, nous allons les exploiter. Nos capacités de tourisme, nous allons les exploiter. Vous avez des belles plages à l'hiver du Sud. La Guinée a la savane comme le Mali. On a la forêt comme la Côte d'Ivoire. Mais on a les hauts plateaux du Fouta qui n'existent nulle part en Afrique de l'Ouest, sauf si vous allez au Kenya, en Tanzanie. Et si nous devons un peu de tourisme, ça va plaire à tout le monde. Il ne faut pas se cacher la face. Vous connaissez la réalité. On veut qu'on exporte notre minerai de fer par d'autres. Pourquoi? On construit nos chemins de fer. Si on construit le chemin de fer, on crée une machine, c'est-à-dire que vous venez du Fouta, de la Guinée, de la forêt, vous transportez par le chemin de fer, on est un peu à l'eau profonde. Pourquoi nous, on ne va pas construire le chemin de fer, on va faire exporter le minerai chez d'autres. Alors que le chemin de fer va permettre de développer la Guinée. Tout ça, c'est la réalité. Mais on n'est pas là pour critiquer les autres, on est là pour faire en sorte que nous puissions bénéficier de tous les avantages que Dieu nous a donnés pour qu'on transforme notre pays. Mais vous
beaucoup de gens feront tout pour nous empêcher. Mais c'est à nous d'être capables. Personne ne peut venir à la Guinée, vous n'allez pas faire ça. Si nous voulons le faire. Qui m'a empêché de faire une usine à Tibé Madina? Qui a le pouvoir de m'empêcher? Personne. Qui va m'empêcher de faire une usine de jus de fruits à Fugagwe? Pour qu'on exploite plus nos mangues, ça va faire des plus de mangues. Qui peut venir arrêter de m'empêcher? Personne. Si nous voulons, personne ne peut nous empêcher. Mais il faut qu'on veille nous-mêmes. Au lieu de faire la petite comédie égoïste, de ne voir que son intérêt personnel, pour voir l'intérêt du peuple. Il était très clair à Mamou. Je ne suis pas venu pour dire je prends un ministre à Mamou, à Kankan ou à Sigri. Ça, c'est pas vrai. Je ne suis pas venu pour dire je prends un ministre à Kankan ou à Azul. Moi, je suis venu pour aider les pauvres, les moins pauvres, à commencer par les paysans, les femmes, les jeunes, etc. Transformer la vie des gens. Ce n'est pas pour faire plaisir au cas de nommer ministre, etc. C'est pas ça mon problème. Le ménage, j'ai instauré des concours. On recule déjà par concours. Si les 10 premiers sont peu, je les nomme. Si les premiers sont sous, je les nomme. S'ils sont guéris, je les nomme. Concours, c'est concours. À ce moment-là, on n'a plus à dire il y a combien de prix, il y a combien de mannequins, il y a combien de ceci. Des concours, mais tout le monde, et c'est pas nous qui corrigeons. On fait une correction indépendante. Il faut commencer à privilégier le travail, la valeur des gens. On ne va pas laisser un cadre très compétent peu pour nommer un sous-sous parce que pour équilibrer, ou laisser un cadre très compétent sous-sous pour nommer un président. Il faut qu'on cesse, sorte de ça pour sortir ça la même chose, c'est les concours. Quand c'est les concours, on est tout le monde le même peu d'égalité. Si tu es moins performant que je ne peux rien, plus tu es performant, plus tu vas aller de paix aller de l'avant. Il faut sortir de... Et puis quand vous dites, il a fermé les robinets, il n'y a plus d'argent. Et c'est moi, j'ai été chez quelqu'un. Il dit, j'ai été chez toi, regardez ton compte. Et j'ai même jeté un compte en banque. Et je m'en occupe de ton compte. Madame Diallo, je vous regardez votre compte. Et tout le robinet est fermé. Je ne vois pas, je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Donc il faut qu'on aime le pays. Et que la Guinée part de l'avant. On va aller, c'est prêt à Dieu. Personne ne va nous empêcher. Vous savez, moi, je crois en Dieu. Ce que Dieu a demandé, de donner aux pauvres. Si vous donnez aux pauvres, ce n'est pas de dire de faire sacrifice d'un albinos ou d'enterrer un taureau noir et faire des couilles comme ça. Non, ça se... Des préoccupations ou des questions. La première s'intéresse à l'électricité, comme vous avez fait tout à l'heure. Nous sommes à 5 mois du lancement du premier signal de candidat. On parle d'un autre barrage. Est-ce que ça veut dire que le projet de l'adjonction thermique qu'on a parlé tant avec 100 MW, comme a échoué, vous voulez faire l'allusion au cas de l'adjonction thermique? La seconde question, Monsieur le Président, vous avez dit de profiter des volants. C'est une bonne initiative. En réhabilitant l'opportunité, Monsieur le Président. Alors, je dis, l'Institut Nérékadi Kondeto de Kenya, qu'on appelait souvent Pastoria, est abandonné. Je veux savoir si dans la lutte de la stratégie de lutte contre Ebola, si la réhabilitation de cet institut est déjà programmée. Merci. Voilà, il ne faut pas confondre. Les centrales thermiques, nous allons en faire. Pourquoi? Nous avons les grands possibles de barrage. On ne fait pas un barrage en un an. Si on prend seulement le fleuve Kounkouré, on a Galatri, on a Kaleta, on a Swapiti, on a Maria. Mais en dehors de cela, nous avons les barrages qui ne sont pas sur le Kounkouré. Nous avons les barrages au Fouta, c'est-à-dire Kokotamba, Bouria, et un troisième qui font 52-150 MW. Nous avons le barrage de Kogon dans la région de Bokeh qui fait un peu moins de 200 MW. Nous avons, en gros, nous avons 100 plus de barrages en Guinée, de 550 MW à 2 MW. Mais les barrages prennent du temps. Mais l'idéal pour la Guinée, c'est le barrage. Parce que le barrage est un courant le moins cher au monde. Parce que vous ne faites rien, c'est l'eau. Vous ne prenez pas de gasoil ni rien, c'est l'eau. Mais en attendant qu'on ait les barrages, il faut bien qu'on utilise les centrales thermiques. Le problème, c'est notre incompétence. Moi, j'ai dépensé de l'argent plus que n'importe qui pouvait résister. J'ai payé, j'ai commandé 2 groupes de 50 MW, moins 100 MW, 120 millions. On devait d'abord nous livrer 50 MW, on met sur le réseau avant de livrer déjà 50 MW. Mais
on nous a livré les 50 MW sans les cellules, sans les transferts. Et tous les gens disent non, on va commander les 50 MW avant que nous vendons. J'ai dit non, d'abord livrement des 50 MW que ça soit du réseau. Non. Finalement, on se retrouve quoi? Avec 100 MW qu'on ne peut pas mettre sur le réseau. C'est-à-dire, au lieu de me livrer 10 camions avec des roues, vous livrez 20 camions avec les roues. Mais comment je peux mettre les camions en circulation s'il n'y a pas de roues? Donc, nous sommes en train de résoudre ce problème. Mais il ne s'agit pas de savoir vraiment la capacité de production. Il faut avoir la possibilité de distribuer. Demandez-vous, ça fait combien d'années on n'a pas changé les fils qui transportent le courant? Ça fait combien d'années on n'a pas changé le truc de distribution? Donc en Guinée, ce n'est pas seulement le problème de distribution, de production. Même si j'ai 500 MW aujourd'hui à connaître, je peux les mettre sur le réseau. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réhabiliter les transports, la distribution. Ça ne sert à rien d'avoir 500 MW sur le réseau. Donc le courant en Guinée est un problème entier. Ce n'est pas seulement la production. Mais les gens parlent pas. Ça fait combien d'années? Demandez à EDG, ça fait combien d'années on n'a pas changé? Comment voulez-vous transporter le courant quand les fils sont pourris? Comment voulez-vous transporter de l'eau quand les tuyaux sont pourris? Ça, ensuite, comment vous voulez distribuer? Mais chacun de vous participe. Quand vous donnez un dette, vous préférez donner de l'argent à un employé de EDG plutôt que de payer son courant. Combien font de blanchiments clandestins, etc. C'est-à-dire, et puis les gens qui parlent, combien de dirigeants ont des boutiques où ils vendent des pièces détachées de EDG? Mais tout ça, vous connaissez. Donc le problème du courant, ce n'est pas seulement la pollution, c'est un problème d'ensemble. Nous avons dit ça avec la Banque mondiale pour évaluer le coût total et la production et le transfert et la distribution. C'est sur ça que nous sommes en train de travailler. On n'a pas dit on ne va pas travailler sur les centrales. Nous sommes en train de tout faire pour que les 100 MW soient sur le réseau. Et en attendant qu'on soit indépendant avec les barrages hydrauliques, il faut bien que les centrales thermiques continuent pendant un moment. Mais au fur et à mesure où nous avons des barrages, nous utilisons moins en moins les centrales. Et ensuite, la Guinée ne doit pas seulement produire du courant pour nous, nous devons vendre. Par exemple, Koukountamba et Bouria, c'est dans le cadre de l'EMVS. Donc le courant que nous allons faire à Koukountamba et à Bouria, c'est pour vendre en même temps à l'EMVS. Il y a d'autres que nous faisons dans le cadre de l'EMVG, parce que nous avons deux structures auxquelles nous appartenons. Mais il est évident que pour nous, l'idéal, c'est les barrages. Parce que non seulement ça nous donne le courant sur l'ensemble du territoire, mais pour la vendre aux pays voisins. Mais en attendant, nous sommes obligés, bien que ça nous coûte cher, d'abord, les centrales thermiques à gasoil, c'est très mauvais parce que travail vole le gasoil, tout le monde vole. Au moins si c'est à mazout, bon, mazout ne veut pas utiliser le mazout chez vous. Donc on a aussi la reconversion des centrales qui étaient à gasoil, à mazout ou en gaz. Donc pendant un certain temps, nous avons besoin de centrales thermiques. Lorsque nous avons un projet avec le Mali pour faire le barrage de Foumi, nous avons une société qui va faire le barrage de Kogon en BOT. Mais si je le fais, c'est pour vendre aussi les minières principalement. Nous avons CPI qui va faire une centrale qui peut nous mettre en solution 100 MW, etc. Donc nous allons utiliser tout cela, mais il faut qu'on construise des barrages. C'est-à-dire, et des barrages c'est-à-dire soit petits et Amalia, mais aussi Koukountamba, mais aussi Bouria, mais aussi les barrages de 2 MW ou de 5 MW. Si vous prenez une préfecture comme Guégoudou par exemple, si vous construisez un barrage de 3 ou 4 MW, vous donnez tout le courant à Guégoudou, etc. Vous êtes content quand vous avez le barrage, ça donne le courant à Timimadina. Donc il ne faut pas seulement avoir des grands barrages, nous devons aussi avoir des mini-barrages ou des micro-barrages qui peuvent servir une préfecture. Pour que les grands barrages servent demain à l'industrialisation. Au lieu de vendre la bauxite, si on fait de l'alumine, on a un plus-value. Mais si on parle de l'alumine à l'aluminium, nous avons encore beaucoup plus-value. Mais vous savez très bien que l'aluminium demande beaucoup de courant. Donc l'idéal pour la Guinée, c'est que les grands barrages demain servent à transformer la bauxite en aluminium et le fer en acier. Et que la consommation locale soit faite par les mini-barrages. Et ça, nous le pouvons, sans compter les énergies renouvelables. Nous sommes en train de mettre, nous avons mis des poteaux solaires. Nous allons mettre maintenant 10 000 poteaux solaires. Mais si fin 2015, nous avons mis 30 000 poteaux solaires de plus. Si vous avez des poteaux solaires dans les rues, ça permet que les rues soient éclairées, qu'il y ait moins de banditisme et moins d'attaques, etc. Nous avons ce que Bolé est en train de faire au Blue Zone, c'est-à-dire la batterie et
les panneaux solaires. Mais ce qui est valable pour le blouson aujourd'hui peut être utilisé demain pour un village, pour les femmes qui veulent une frigorifique, etc. C'est pourquoi c'est extrêmement important que la Guinée soit le point de départ. Parce qu'en plus, le blouson, Mouré va faire le blouson de Dixie, celui de Simbaya, celui de Koza, les trois tout de suite, ensuite celui de Symphonia et celui de Calberin. Pour le moment, c'est ce qui est programmé. Mais tout le monde veut le blouson. Donc même Kassa veut le blouson. Bon, tout le monde veut le blouson. Mais pour le moment, c'est lui qui paye, c'est son argent. Donc il nous fait déjà 6. Mais on a en train de discuter pour voir comment on peut utiliser cette technologie qui peut permettre d'être autonome. Parce qu'il suffit seulement d'avoir la batterie qui donne le courant dans la journée et le panneau solaire qui donne la nuit et le courant et l'eau potable. Quand nous allons donner des blocs de pétrole, nous allons tirer les leçons des autres. Et grâce aux nouvelles technologies, là où les gens ont mis 30 ans, nous on va mettre 1 an ou 2 ans. Le cas le plus typique maintenant, c'est les téléphones. Avant de confus, vous avez besoin. Et ensuite, j'ai expliqué déjà à Bruxelles et dernièrement au Maroc que l'Afrique va être l'usine du monde. Pourquoi? Jusqu'à présent, c'est la Chine et les pays asiatiques. Ils ont des avantages. Une main-d'œuvre pas chère et une maîtrise technologique. Nous, on a une main-d'œuvre pas chère, mais on n'avait pas la maîtrise. Aujourd'hui, pour se développer, ils sont obligés de compter sur le marché intérieur. Ça veut dire qu'il faut augmenter les salaires. Ça veut dire que le coût de production va augmenter. Donc, ils seront moins attractifs pour l'exportation. Nous commençons avec les jeunes, avec les startups, etc., à maîtriser les technologies. Ça veut dire que nous rattrapons notre inconvénient par rapport aux pays asiatiques. Mais nous avons l'avantage d'avoir toujours une main-d'œuvre moins chère. Donc, progressivement, les gens sont obligés de délocaliser les usines en Afrique. Ça va résoudre 3 problèmes. Notre industrialisation, fournir l'air marché moins cher et mettre fin à des migrations sauvages qui font que les enfants meurent en Méditerranée, partout, etc. Donc, mais pour ça, il faut que nous nous préparons à cela. Si on veut être l'usine du monde, il faut que nous nous préparons à la maîtrise technologique, à la maîtrise des nouvelles technologies, etc. Être prêt à recevoir les entreprises. Aujourd'hui, le Maroc monte les usines, les moteurs Boeing. L'Algérie, la France vient de transférer, je crois que c'est Citroën ou Renault pour l'usine de montage, c'est ce qu'on faisait avant en Asie. Donc c'est nous à créer les conditions, c'est pourquoi nous voulons rapidement faire la zone industrielle, l'aménagement de la zone industrielle, mais d'été dans la distribution des gens, le de l'énergie et de l'eau, pour qu'on puisse attirer les investisseurs, parce que l'Afrique est moins loin de l'Europe. Donc, si nous produisons ici avec une niveau moins chère en maîtrise, nous allons ravitailler le marché et nous allons remplacer l'Asie comme usine du monde. Nous avons aujourd'hui cette possibilité. Sur les expliquer aussi, il faut qu'on soit plus autonome dans notre vision. C'est nous qui devons définir quelle est la politique économique qui peut permettre à l'Afrique de se développer. Ça dit, ce n'est pas quelqu'un qui va définir à notre place. C'est nous qui savons. Mais si nous n'avons pas le courage et la capacité de dire, voilà ce que nous voulons. Aujourd'hui, les pays développés sont à un stade post-industriel. C'est-à-dire que pour gagner de l'argent en Europe aujourd'hui, aux États-Unis, c'est en bourse. C'est-à-dire que c'est les finances. Ce n'est pas les industries, les plus riches, c'est qui? C'est Bill Gates, c'est des gens qui sont dans les nouvelles technologies, ce n'est pas des usines. Et nous, on est une société pré-industrielle, c'est-à-dire on est encore une société dominante agricole. Et les gens veulent qu'on mène la politique d'une société post-industrielle. Pourquoi ils ne disent pas de faire ce qu'ils ont fait quand ils étaient une société à dominante agricole? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour se développer? Pourquoi on ne dit pas de faire ça? Pourquoi on ne peut pas faire autre chose? Parce que nous voulons, nous devons refuser non. Quand vous étiez une société à dominante agricole, voilà ce que vous avez fait. Il ne faut pas subventionner l'agriculture, mais c'est aussi l'agriculture. L'État ne doit pas intervenir, mais vouloir seulement tous ces choses-là qui a fait. Ce n'est pas l'État, etc. Bismarck, c'est quoi? C'est pas l'État. Donc, il faut déjà qu'on ait le courage de nous autonomiser, c'est-à-dire d'être capable de définir notre propre orientation politique, quelle est notre politique de développement. Donc, nous devons refuser cette vision. Le Malawi a financé l'agriculture, le Fonds monétaire l'a critiqué. Aujourd'hui, on le félicite parce qu'on est devenu autonome. Quand le Maroc a lancé son programme Maroc ouvert, la FAO les a critiqués. Et dernièrement, la FAO les a félicités. Donc, il ne faut plus qu'on soit dépendant au point de vue vision. Donc, il faut qu'on se autonomise intellectuellement au point de vue vision, à la fois économique et autre, et qu'on décide de nous-mêmes, que les autres nous accompagnent. Mais si nous devons attendre qu'ils soient et qu'ils décident à notre place, évidemment, on ne va pas beaucoup avancer. Donc, il faut sortir de ce complexe et être capable nous-mêmes de définir. Aujourd'hui, on a toutes les potentialités pour nous développer. Enfin, n'importe qui, les startups qu'on est en train de développer là. Les startups permettent à n'importe quel jeune de monter une entreprise. Quand j'étais au Maroc, je suis frappé. Les gens qui étaient là, c'est des gens de moins de 30 ans. Et qui sont, je dis, très riches. C'est-à-dire, les nouvelles technologies permettent à un gars de 20 ans ou de 15 ans de devenir très riche.
à condition qu'il ait des faits d'initiative. Et c'est ce qu'on est en train de développer actuellement avec des startups pour que vous ayez des entreprises qui vont vous aider à développer votre propre. Au lieu d'être fonctionnaire, au lieu d'avoir une entreprise, vous gagnez plus qu'il est fonctionnaire, tout le monde va être fonctionnaire. Merci. Je vois que c'était la première question. La deuxième l'Institut Néné-Fodia de Pastoria de Guinée. Non, il y a une Pastoria fabriquait des vaccins. C'est tous les grands vaccins qui étaient fabriqués en Guinée contre les morsures de serpents, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur fait la recherche et ne fabrique pas de vaccins. Lorsque l'Institut Pasteur devait revenir, les proposé à la France, on installe l'Institut Pasteur à Kindia. Il a dit non, ça n'a pas de sens. L'Institut Pasteur ne produit plus de vaccins. Donc l'installer à Kindia, ça n'a pas de sens. Il faut l'installer à Conakry, on ne produit plus de vaccins. On n'a pas dit qu'on a abandonné l'Institut Pasteur. Mais nous avons hérité d'une situation. Quand il y a beaucoup de priorités, il faut aller voir ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce qui concerne le ventre. Quand vous dites ça ne va pas, vous dites que le ventre vide n'a pas d'oreille. Donc, Pastoria n'est pas abandonné totalement. Nous sommes en train de lancer Pasteur, mais ce n'est plus pour faire des vaccins. Parce que ce n'est plus l'Institut Pasteur. C'est les laboratoires maintenant qui font des vaccins. Mais nous pouvons utiliser Pastoria pour d'autres activités médicales. Mais ça ne veut pas dire qu'on a abandonné Pastoria. Mais celui qui peut venir à Pastoria dit non, je ne fais plus de vaccin. Donc il faut continuer notre d'utilisation à Pastoria. Mais comme ils sont d'accord de nous installer d'Institut Pasteur à Conakry, nous ne pouvons pas refuser. Donc il faut un peu, il faut voir les choses de façon globale, la situation de la Guinée. Nous faisions avoir des kinines à Massanta. Mais ce n'est plus ainsi parce qu'il fait les kinines aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous devons avoir un partenariat public-privé pour attirer les laboratoires qui vont faire les vaccins, qui vont faire les kinines, etc. Ça c'est partenariat public-privé. Il faut que nous-mêmes on s'associe à des laboratoires. Et c'est ça qui va nous permettre de relancer la production de la quinine si nous en avons besoin, bien que ça devient de plus en plus moins attrayant, que ce soit l'État ou l'Institut Pasteur. Il faut savoir aujourd'hui qu'est-ce que l'État fait, qu'est-ce que l'État doit laisser au privé. Mais aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que le privé, lorsque l'investissement n'est pas rentable financièrement, il ne va pas le faire. Mais si l'investissement est nécessaire, l'État doit le faire. Quand ça marche, rétrocéder. Moi, je dis que les femmes de Tiboumadine et les maris n'ont pas d'argent. Mais l'État va être actionnaire. Ils vont être actionnaires, ils ne vont pas payer, et progressivement, on va les retourner. C'est-à-dire, au fur et à mesure, ils vont font des bénéfices, progressivement, ils vont payer leurs actions, et s'ils ont 20%, pour le moment, c'est l'État qui porte pour eux, mais finalement, on va pouvoir récupérer. Et l'État sortira complètement de... Si vous ne portez pas pour eux, les commerçants vont dominer l'usine, alors que c'est les femmes qui produisent les pommes de terre. Donc, il faut qu'ils aient à la fois les bénéfices en vendant les pommes de terre, mais qu'ils aient les bénéfices aussi quand on va attendre les pommes de terre en chips. Donc, qu'ils aient un plus-value à partir de l'usine. Sinon, si les hommes d'affaires seulement que les plus-values, alors que ces femmes qui traînent et qui souffrent pour produire, évidemment, ça ne va pas. Tout ça, donc, c'est une réflexion du rôle de l'État. L'État se substitue au privé quand le privé ne veut pas investir, mais dès que ça devient rentable, il cède la place au privé. Mais vous avez privatisé toutes les usines de la Première République, et vous avez dit que l'État n'investit pas, la conséquence n'a plus d'usine du tout. Mais si personne n'investit, le privé n'investit pas, l'État doit investir. C'est ce que nous sommes en train de faire en créant la banque de développement. Parce qu'on a fait comprendre à la banque que c'était une erreur et le président est d'accord. Et quand la banque devient 25%, ça encourage la BID, ça encourage la BID, etc. à venir et le capital est de 100 millions de $. Donc ce n'est pas une banque commerciale. Une banque commerciale ne va pas vous prêter de l'argent à un taux bas. Si l'inflation est à 8%, il va vous prêter à 9 ou 10%. Mais la banque de développement est faite pour faire des prêts bonifiés aux investisseurs qui sont centralisés dans l'entreprise ou usines. Nous avons la chance, quand j'ai parlé dernièrement à la réunion avec les opérateurs, lorsque j'ai parlé de l'usine de Timomanina et de Mamon et de Massanta pour lutter, tout de suite, la Banque Broken a dit, dès que vous avez les factures pour format, je finance. Donc déjà, on a les finances par une banque, parce que la banque voit que ça va être attrayant. Si les banques qui vont gagner là, elles vont financer.
Mais je ne suis pas là seulement pour parler, je suis là aussi pour vous écouter. Vos préoccupations. D'accord. Il ne faut pas avoir peur de vos préoccupations. On est en démocratie. Et puis moi, c'est dans plusieurs personnes parce qu'il a posé des questions, il m'a critiqué. S'il me diffame, c'est autre chose. Alors moi, je vais poser deux questions qui n'ont pas été abordées. La première question est par rapport au secteur minier. C'est que l'épidémie d'Ebola a constitué un risque très grand pour ce secteur, d'autant plus qu'il y a plusieurs experts de ces sociétés qui ont même fui le pays. Mais je vais vous poser une question par rapport aux réformes que vous avez engagées. Vous avez engagé une réforme au niveau du secteur minier, notamment la revue des conventions des titres miniers et tout. Mais tant que nous étions avec le dossier BSGR, nous avions eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui se passait. Mais aujourd'hui que BSGR a perdu ses droits en Guinée, nous avons l'impression que ça piétine. Alors où est-ce qu'on en est avec ce dossier et quelle pourrait être la prochaine étape? Ça, c'est ma première question. La seconde question, je ne vais pas rater l'opportunité d'être avec le plus grand ami de Blaise Compaoré, du Burkina Faso, sans prendre la peine de lui poser une question importante. Alors, la question que je voudrais poser à Monsieur le Président, c'est que quelle est votre analyse de la situation actuelle au Burkina Faso et surtout quand on pense à la manière, au processus qui a amené la fuite du président burkinabé. Alors ce sont les deux questions que j'avais posées, je vous remercie. Bon, le secteur minier, on doit se poser une question. La Guinée, en dehors de Caréja, au Brésil, en Amazonie, a des mineurs de fer de plus riches au monde. C'est-à-dire fer, c'est magnétique. Ça veut dire, avec le minerai de Guinée, vous avez tout de suite de l'acier. Donc, c'est le minerai le plus attrayant. On doit se poser la question. En dehors du monde en bas, on a beaucoup d'eau. Pourquoi, depuis 1958, on n'a pas sorti une tonne de minerai de fer? C'est la première question qu'on doit se poser. La deuxième, on a la moitié des réserves mondiales de bauxite. La moitié des réserves mondiales de bauxite. La Guinée seule. On a cette petite usine d'alumine à Fouilla. C'est la première question que vous devez vous poser. Avant que je sois président, j'ai reçu la chambre des mines. Il dit, mais quand je vois dans toute la totalité des mines n'apporte pas plus de 250 millions de dollars à la Guinée. Comment on peut expliquer que malgré toutes nos richesses, la mine ne rapporte même pas 300 millions de dollars? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand c'est venu, tous les gens qui sont venus, permis, j'ai dit non. Moi, je fais d'abord un nouveau code minier qui va me permettre de défendre les intérêts de la Guinée. J'ai fait un code minier qui, exigeait que toute personne qui a un contrat, une concession minière, si c'est la Bourse qui donne 15% d'action gratuite à l'État, c'est-à-dire on a 15% d'action gratuite tout de suite. Si c'est pour transformer en alumine, on a 7% d'action gratuite. Deuxièmement, nous avons la possibilité d'acheter jusqu'à 20%. Donc ça nous amène à 35%. C'est ce que nous savons, ça veut dire que 35% c'est la minorité de blocage. Ça veut dire qu'aucune décision ne peut être prise sans votre accord. Ensuite, nous avons dit protection de l'environnement. Parce qu'il ne faut pas que les mines, qu'on fasse des erreurs des pays développés, qu'on détruise notre environnement et que demain on soit victime des changements climatiques. Troisième, la lutte contre la corruption. Toute personne qui a obtenu une convention ou une chose permis par corruption, son permis sera annulé. Quatrièmement, les réalisations au niveau des populations, c'est-à-dire l'investissement local, les écoles, les dispensaires, les routes, etc. Quatrièmement, l'emploi et la sous-traitance guinéenne. Voilà ce que nous avons exigé dans l'école, dans les conventions ou les permis qu'on va donner. Mais si j'avais les permis passés, nous avons dit on va faire la revue de tous les permis. La Guinée est le seul pays minier qui a publié tous les contrats sur Internet. Vous avez tous les contrats publiés en
conclu en Guinée. Donc c'est la transparence totale. Ce qui a fait que j'ai invité à Londres pour la transparence. Ensuite, les contrats, on les revoit. Si votre contrat est juste, on le maintient. Si c'est en défaveur de la Guinée, on le négocie. Si vous avez rempli vos conditions, on vous laisse. Si vous n'avez pas rempli, on voit si vous pouvez remplir ou bien on annule. On a récupéré 800 permis. 800 permis. Pourquoi? Vous avez des gens qui prennent un permis, ils ne savent même pas où ils sont. Ils n'ont jamais mis pied là-bas. Pendant que c'est avant de gagner de l'argent en bourse à Londres. Mais ils ne savent même pas où ils sont. Ils ne sont pas permettre ça. Vous avez un permis 2 ans. Renouvelable 2 ans. Mais les gens qui ont des permis depuis 10 ans, ils ne savent même pas si c'est au bord de la mer, c'est en Haute-Guinée ou c'est en forêt. Ils n'ont jamais mis pied là-bas. Ils gagnent l'argent sur notre dos. Ça, on ne peut pas accepter. Ensuite, la revue de contrat continue. Enfin, ça m'étonne un peu. Moi, je reste aussi averti que vous. Nous avons signé et ratifié il n'y a pas longtemps avec les Tinto pour le ciment de 3 et 4, avec un ciment de 20 milliards la route, le port à l'eau profonde et la mine. Nous avons signé avec Mubadala pour Sangaredi 5 milliards de dollars d'investissement. Et ça a été ratifié il n'y a pas longtemps. Nous avons aussi avec CPI 5 milliards d'investissement à Bofa. Ça a été ratifié il n'y a pas très longtemps. Nous avons signé avec Rissal pour Gangan. Ça a été ratifié. Je suis un peu surpris, sans que vous dites que ça peut être. Tout ça, ça a été fait il n'y a pas longtemps, et ça a été ratifié par le Parlement. Ensuite, nous avons donné des permis pour l'extraction de l'or. Et nous sommes en train de faire la revue des contrats. Par exemple, il y a Euronimba. Quel est le plan avec Euronimba? Il était prévu que les mines qui sont à la frontière du Libéria, on peut permettre qu'ils exportent par Buchanan. À condition, à 2 conditions. 1, la réserve n'est pas importante. 2, le minerai est moins riche. Donc le contrat a été signé avec Euronimba bien avant que je devienne président. Avec qu'il soit exporté par... mais on se rend compte que la réserve est plus importante comme nous a dit. Que déjà la qualité est meilleure. Qu'est-ce que les structures disent? Mais moi, je n'ai pas conseillé un chemin de fer de 600 km. Vous n'avez pas obligé à conseiller un chemin de fer de 600 km et un port, et vous avez besoin à mon concurrent de conseiller 10 km de chemin de fer et d'être marché avant moi. C'est une logique. Par contre, si la mine n'est pas très importante et que la teneur est moins forte, on ne peut pas nous obliger à ce qu'on ait besoin de faire. Mais lorsque la mine est quasi aussi riche que Simandou et que la réserve est importante, alors c'est qu'il faut qu'il y ait une compensation. S'il doit utiliser 10 km pour le chemin de fer, il faut qu'il y ait une compensation. Sinon, il doit faire le chemin de fer de Lola, région de le Transguinéen. Il faut être logique. Tu ne peux pas demander à un d'investir 15 milliards et permettre à l'autre seulement 10 km. C'est le problème qu'on a aujourd'hui avec Euronimba. Et c'est leur faute. Parce que quand je suis venu, je leur ai dit, vous avez déjà la concession. Juridiquement, je ne peux rien passer à la cour de stabilité. Ça veut dire, vous garantissez la stabilité des contrats. Mais je leur ai dit, vous-même, vous savez que ce contrat n'est pas bon pour la Guinée. Je ne peux pas vous imposer, mais faisons un gentleman agreement, discutons. Je ne peux rien vous imposer juridiquement. Mais en votre conscience, vous savez que ce contrat n'est pas bon. Acceptez qu'on discute en gentleman agreement pour l'améliorer. Ce que nous avons fait. Donc ils ont accepté de payer 100 millions à la Guinée, plus les 5 millions qu'ils devaient investir pour faire l'aéroport de zéro tout ça, etc. Ça a traîné. Ensuite, on a signé l'accord. J'ai envoyé au Parlement. Et on vous a appelé mes présidents, est-ce que vous avez regardé avant d'envoyer au Parlement? Effectivement, quand j'ai regardé, il y avait l'accord aussi. Ils ont écrit à la main que les 100 millions de dollars doivent être dépensés avec l'accord de la société. Comment moi je vais dépenser l'argent avec l'accord d'une société privée? En ce moment, je ne suis pas souverain. J'ai retiré du Parlement. Donc on n'a pas ratifié. Maintenant, ils ont vendu. D'abord, BHP a dit qu'il part de l'Afrique, il n'est plus en Afrique. Ils vont vendre. Ils ont traîné, maintenant ils ont vendu à Senegal. Le problème, est-ce que cette mine qu'on a constatée, la réserve est plus importante qu'on nous a dit, et la qualité est meilleure? Et tu te dis, bon voilà, toutes les mines d'une certaine valeur situées à telle latitude doivent être exportées par le chemin de fer le Transguinéen. Ceux qui ont moins, oui, il y a une deuxième société, je ne sais pas son nom, qui peut exporter parce que la réserve est faible. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui exporte, qui va prendre 3 millions de tonnes, 5 millions de tonnes de fer, de fer. Simandou, c'est 100 ans d'exploitation. On peut faire combien de tonnes par an, exploiter pendant 100 ans. Donc ça n'a rien à voir avec une petite mine. Ça, c'est Simandou 3 et 4. Donc ensuite, maintenant, nous avons Simandou 1 et 2, que nous avons retiré à BGR, grâce au soutien des Américains, de la Suisse, des Français et de l'Angleterre, etc. Et même du GSE.
qui est un paradis fiscal. Tous nous avons collaboré avec nous. Maintenant, nous sommes en train de travailler avec les avocats pour mettre ça sur le marché. Mais si nous avons eu, c'est un gros morceau. Ce n'est pas quelque chose que vous allez vendre à 100 millions. Donc, il faut qu'on fasse un appel d'offres correct. On ne peut pas retirer à quelqu'un et ne pas être correct. Quand il dit qu'il a retiré pour donner à ses amis sud-africains, quelle est la société sud-africaine, et je vais donner à quelqu'un, on fait un appel d'offres. Celui qui gagne, il a gagné un appel d'offres libre. Mais là, il faut le préparer correctement. Nous sommes il y a un année à Paris, il était avec les avocats pour préparer l'appel d'offres en ce conditions 1 et 2. Nous avons le cas de Bofa, la bourse de Bofa, les blocs que BHP a eu la gestion de novembre, c'était un avantage parce que ils avaient fini, donc ce n'est plus un permis de richesse, c'est une concession. Pour ça, vous êtes obligé de faire un appel d'offres. Parce que la concession, le gars va exploiter tout de suite. Donc, on ne peut pas donner à quelqu'un, on est obligé de faire un appel d'offres. On a quelques problèmes parce que il y a eu, c'est-à-dire, il y a eu des offres qui ont été faites, pas tout à fait très claires. Nous avons donné jusqu'au 30 novembre à la société chinoise. De remplir ces obligations, sinon on déclare l'appel d'offres infructueux. Et en ce moment, on recommence de nouveau. Ouais, ça, c'est quelque chose qui va nous apporter de l'argent. Donc, on ne peut pas dire que ça traite. Et demander à la commission de revue où ils en sont. Quels sont les contrats qu'on a revus. Vous savez, on a beaucoup de problèmes. Vous avez vu, on vous a donné, je ne sais pas si vous les parents vous donner, l'analyse de CDK. Et quand on a sorti les audits. Mais CDK, c'est un contrat, on ne peut pas imaginer que les Guinéens signent un contrat comme ça. Même un alphabétaire n'a pas de signer un contrat comme ça, pourtant ça a été signé. Même lorsque le Parlement sous-comté a ratifié, ils ont ratifié avec réserve. Malheureusement, quand ils étaient avec réserve, ils n'ont pas dit réserve sur quoi. S'ils avaient dit, automatiquement, tout ce qui est considéré comme réserve n'est pas ratifié. Alors, on a eu ce problème, nous voulons utiliser le chemin de fer de CDK parce que il ne faut plus que les camions conteneurs, les camions remorques ou les camions citernes viennent au port. Ils doivent prendre, ils doivent maintenant aller à Cabernet. Donc pour ça, vous leur proposez, si pendant qu'on va commencer à approcher le chemin de fer, en attendant que le chemin de fer arrive à Cabernet, on va faire la jonction avec le chemin de fer de CDK. Comme ça, tout de suite, on peut commencer déjà à ce que tout le monde aille à Cabernet. C'est tout à fait normal. Pendant ce temps, on continue à construire le chemin de fer. Quand ça sera fini, c'est le chemin qui va continuer jusqu'à Bamako. Mais tout de suite, on va casser l'encombrement de Conakry. Vous savez, tout ce qui est les conteneurs, les camions citernes, non seulement il y a des embouteillages, mais il y a tout le temps des accidents. Donc on ne permettra pas de se fermer. C'est pourquoi on nous dit non, le chemin de fer appartient. Comment le chemin de fer peut appartenir à la société? Enfin, c'est ce qu'on construit. Il dit que ça leur appartient. On est une grande bagarre. Avant qu'ils acceptent maintenant que ce soit en chose multi-usage, c'est-à-dire que d'autres personnes puissent utiliser. La seule chose, on prend un consultant qui va voir comment tout le monde peut utiliser ça, sans qu'il y ait embouteillage entre les compagnies. Et même ça, c'est pas difficile, on fait des voies de dégagement. Enfin, vous avez vu les chemins de fer partout en Europe, aux États-Unis, il y a des voies de dégagement qui permettent à ce que des trains ne se coalisent pas. Donc, parce qu'on s'est battu, on a pu obtenir. Ainsi, pour faire les blue zones. Il dit que tel terrain lui appartient. Mais enfin, c'est pas parce que un terrain est au bord de je veux dire que ça appartient à l'USAD. Voilà. Mais quand vous lisez, enfin, je ne sais pas si vous avez lu, on a publié le contrat de CDK. Mais c'est inadmissible. Comment on peut signer un contrat comme ça? Ça dit une convention comme ça. Voilà la situation en Guinée. On ne parle même pas des filières. Où il y avait un preneur à 200 millions, on a vendu à 21 millions de dollars. Mais ça aussi, pour en discuter, il faut bien qu'on a été vendu à 21 millions et à quelles conditions, alors qu'on avait des preneurs à 200 millions. On va voir. Donc on ne peut pas montrer, mais les mines nous ont la transparence. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent. Nous n'avons pas de compétences juridiques en Guinée pour être capable de négocier avec les grandes sociétés minières. Il faut se dire la vérité. De prendre des cabinets. Et notamment avec la BAD qui nous accompagne pour financer les cabinets internationaux. Seulement, ils vont signer parce que les autres, ils ont des plus grands cabinets. Ils vont nous rouler. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une petite phrase qui veut dire, mais qui a des conséquences extrêmement graves. Donc il faut qu'on se garantisse, qu'on s'assure qu'on ait des grands cabinets d'avocats, des grandes banques, comment dire, banques d'affaires, pardon, pour nous munir. Donc les négociations ne sont pas faciles. Et heureusement que la BAD nous accompagne, la Banque mondiale nous accompagne.
Donc il ne faut pas être pressé. Si on se presse, quoi. Il vaut mieux prendre son temps, libérer pour ne pas signer n'importe quoi, s'assurer. Moi je travaille pour que la Guinée, aujourd'hui, demain, après-demain, la Guinée bénéficie. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos petits-enfants? Moi je ne parle pas de l'électoralisme. Le développement à Guinée. C'est facile pour l'électricité. Il veut payer beaucoup de gasoil, on va vous donner le courant. On est après, il n'y a rien. Il préfère faire un balade. Un peu de l'électricité pour plaisir. Donc il y a une politique électoraliste pour faire plaisir aux gens et une politique de développement du pays qui est de poser les bases. C'est comme si vous faites un soubassement qui ne tient pas, faites un soubassement solide, vous pouvez construire. Et ici je vois des gens qui ont des maisons, amener, ils veulent construire des étages. Mais quand il a construit, c'était pour un niveau. Ici je vais maintenant, j'ai bloqué une construction à surface, donc il dit très bien qu'on fasse le sondage. Est-ce que ton soubassement peut tenir? Sinon la maison va s'écrouler et des gens vont mourir. Vous avez vu la maison qui s'est écroulée, 2 maisons sont écroulées, je ne sais pas si ça a Kipé ou à Capou. Mais donc, moi je veux bien que vous voulez mettre l'étage, mais on fait le sondage. Si ce n'est pas celui, il faut que les architectes ou les interviennent pour renforcer le soubassement. Bon, nous avons aussi Kaloum. On a beaucoup de bidonvilles. Quand je dis aux gens, bon, on a en train de construire des maisons. Je vous propose. L'État finance pour vous à la maison. Vous déménagez. On casse votre produit et on construit un immeuble de votre terrain. C'est-à-dire si vous avez des 50 mètres carrés, on vous donne un mètre carré. Une maison à Kipé ou à Korea, mais pas. Et ensuite, vous allez, quand l'immeuble va être construit, les jours libres, on lui vend d'autres terrains, l'État. En ce moment, on peut faire de Kaloum un petit peu, pas d'avoir des. Mais on ne peut pas dire qu'il peut quitter si vous le logez. Donc, il faut réfléchir à chaque fois ce qu'on fait. Et nous allons encourager les gens qui sont dans pour qu'ils déménagent, mais c'est l'État qui ne crée pas de créer 5 sociétés immobilières de Guinée. C'était quoi? Médine, Rebès et Grand Dakar, c'était tout. Mais Dakar fait 3 fois plus Dakar et HLM. Nous avons un SIG au bout de la colline. On n'a plus le SIG. La SIG permettait de faire des maisons et en location vente. Donc il faut que la Guinée de nos politiques qui permettent aux gens d'avoir accès au logement et de casser des bidonvilles pour construire des immeubles. Et ensuite, éviter aussi des ghettos. Je ne peux pas accepter que les gens construisent des maisons sociales. Si vous construisez, vous devez construire des maisons standing. Personne ne construit uniquement des maisons sociales. C'est créer des ghettos. Il faut que donc, dans chaque quartier, on construit qu'il y ait des maisons sociales pour les plus pauvres, des maisons de moyens pour les cadres moyens, mais aussi des maisons de standing. Comme ça, il n'y a pas de ghetto et tout le monde se trouve ensemble. Donc, je vais dire Samb à mon conseiller Yaboussa Bamboula, Nava Touré qui est président de la commission de visite des contrats, de vous expliquer exactement où on en est. Donc on ne plaît pas du tout, il n'y a pas de garantie. On a récupéré Simandou à E2, il faut bien faire un appel d'offres correct, et Simandou c'est pas mis. Il ne faut pas oublier non plus que si Simandou vient sur le marché, nécessairement, mais ça n'a pas d'importance pour nous, nous produisons, les prix vont remonter après. Mais ça ne les arrange pas. Parce qu'ils ont des mines moins riches. Donc, notre mine de fer qui vient plus riche va avoir un impact sur leur mine. Donc, il y a une bagarre entre eux et nous. Nous devons savoir défendre nos intérêts pour les obliger. Eux, ils ont besoin de nous aller le plus possible pour continuer à vendre leur minerai de fer moins cher. Nous devons nous bagarrer pour aller le plus vite possible. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Vous devez comprendre tous ces enjeux qui ne sont pas très simples. Et nous avons besoin des grands cabinets d'avocats, des grandes banques d'affaires pour être capable de faire face, de jouer tous leurs jeux. Le Gola a été impressionnant. Moi, j'ai été à Rédi, j'ai été félicité les gens de Mourala qui sont là. Comme ça, Rédi, la sous-traitance aux Guinéens. Tout le monde qui parle, il faut le donner aux Guinéens.
Si vous ne voulez pas, je bloque le type à l'aéroport, parce que je ne veux pas accepter que tu gagnes en Guinée, qu'il y ait des problèmes, tu fuis. Mais si tu ne veux pas de la Guinée, bon, d'accord, on le récupère. Si tu es sous-traitant, tu pars et le meunier dit, ah, on ne peut plus compter les sous-traitants. Alors, ils sont capables de faire ça. Il y a d'autres qui sont capables de faire ça. Pourquoi je vais accepter un sous-traitant qui ne mènera pas les miniers? Non, il ne faut pas qu'on voit ça avec les miniers. Donc, je vais vous aider à vous permettre d'avoir cette fois, vous comprenez très bien qu'on ne fait pas de surplace. En ce moment, il y avait une deuxième question, non? Bon. Moi, je suis président de la Guinée. Le peuple de Guinée m'a élu de la Guinée. J'ai beaucoup d'amis. Mais j'ai un maire de son destin. Je vais à Ouaga depuis très longtemps, depuis que c'était Haute-Volta. J'étais président de la FEANF, ils allaient présider des congrès de l'IGN, etc. Et il y a eu en 5 qui a renversé Maurice Yamego. J'ai constaté à Ouaga, les Moussi sont très respectés du chef. Mais il y a eu une évolution avec la guerre. Beaucoup de Burkinabés qui étaient en Côte d'Ivoire sont venus. Ils ont d'autres cultures. C'est contre le fouet, ils ont mangé contre Béni, etc. Donc il y a eu déjà un changement à Ouaga. Si vous avez une voiture, vous avez une belle voiture, il faut fuir. Les gens viennent casser votre voiture, ils ne demandent pas qu'il y a raison, qui n'a pas raison. Bon, donc une situation qui évolue. Quand la situation évolue, ce n'est pas seulement des hommes politiques, mais c'est que la population donné, vous n'êtes pas en harmonie avec les jeunes, vous finissez par couper d'eux et vous n'avez plus la réalité des choses. Et les gens qui sont autour de vous vont toujours vous cacher la vérité. Tout va bien, tout va bien. Moi j'ai dit ça avec plusieurs fois. Blaise est mon ami. Roth est mon ami. Salut. Simon Compagne est mon ami. Il y avait... On discute. Je donne mon point de vue. Mais je fais que donner mon point de vue en temps. La décision de l'appartient. Donc, je n'ai pas à donner un jugement. Par contre, ce que j'ai dit, je téléphone à chacun. Il dit attention, le peuple est descendu dans la rue. Il a un objectif. Si vous faites des arrangements au sommet, les gens vont descendre de nouveau dans la rue. Le peuple veut pas des arrangements au sommet. Mes amis, ça il va venir avec Rob. Si on comprend le soir, après je le soir, Diable, etc. M'a appelé, je dis, il va venir quelques jours en vacances, le général Lodé, sont mes amis tous. Mais je n'ai pas à m'ingérer. On peut discuter. Et j'interviens parfois au congrès ou bien dans les jours, etc. Mais les Burkinabés sont chez eux, c'est eux qui doivent définir leur politique. Moi, je suis en Guinée. Je peux discuter avec les amis. Mais je n'ai pas à dire ce qu'ils doivent faire. Par contre, quand il y a un changement, je dis à mes amis politiques, faites attention. Si vous faites un changement, vous serez par exemple nommé le monsieur qui était procureur dans l'affaire de Robert Zango. Quand le président lui-même a parlé de l'impunité, etc., c'est une provocation. Donc il faut aller dans le sens que le peuple veut. La preuve, les gens ont... Le tel conseil que je te donne, c'est le peuple. Ils sont descendus dans la rue. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Aller dans ce sens-là. Si vous n'êtes pas dans ce sens-là, demain les gens vont descendre dans la rue, il y a beaucoup de morts. Et vous allez tous au CPI. Voilà. Mais je n'ai pas à vraiment... Blaise c'est mon ami, Roch c'est mon ami, Salif c'est mon frère. Quand Jeune Afrique a écrit que Blaise avant de Salif, je suis venu le voir. Et moi je ne dis pas Jeune Afrique. Je dis Blaise, si je parle pas, on prend un faux type, Salif c'est mon frère. Si ça ne va pas, que tu me dises. Quand tu m'as expliqué, et j'ai vu Salif, on a discuté pourquoi qu'est-ce qu'il ne va pas. Salif c'est mon frère. Si Blaise est dans le délai qu'il ne demande pas à Blaise pourquoi, lui il n'a pas confiance en moi, parce que je ne peux pas avoir un frère, il a un problème, je ne demande pas pourquoi. Donc, moi j'ai des amis, on discute. Mais ils sont libres de mener leur politique. S'ils me demandent, je dis ce que je pense. Mais ils sont libres de mener leur politique et je n'ai pas pour les appréciations. On ne m'a pas élu en Guinée pour m'occuper du Burkina ou pour m'occuper du Sénégal. On m'a élu pour m'occuper des problèmes du peuple de Guinée. Vous, en tant que journaliste, vous êtes libre. Mais, pardon, prenez vos positions et laissez-moi m'occuper de la Guinée. Voilà, nous disons merci au président de la République, merci au conseil. Est-ce que les questions sont finies? Oui, c'est fini, monsieur le président.